Et si je vous disais que dans 10 ans, League of Legends remplirait des stades? Si je vous disais que ces joueurs, habitués des LAN, deviendraient des stars, acclamés des fans? Si je vous disais que les histoires d'aujourd'hui nourriraient des espoirs de victoire et de gloire? Vous me croiriez? Probablement pas. Mais tant pis pour vous, parce que l'histoire, elle, ne vous attend pas. Fnatic going to win the Season 1 championship. Darkfire Assassin are the Season 2 World Champions. This could be a 20-minute game for SK Telecom. They will be the Season 3 World Champions. And Samsung White are the 2014 World Champions. SKT will be your first ever two-time world champions! The SKT reign continues! They win their third world championship! The SKT dynasty is over! All hail the new kings! Samsung Galaxy, your 2017 world champions! The Crownless are finally king! And Invictus Gaming are your 2018 world champions! Phoenix, champion du monde. La Chine, coup sur coup, ramène le titre à la maison. And Dark Gaming are your season 2020 world champions! C'est les pionniers de League of Legends. Et c'est l'un des moments où je me dis, ok, quand même, il y a beaucoup d'engouement pour le jeu, etc. Il a fait la flamme olympique, mais tout seul, pendant plusieurs années, à faire le tour de la planète et à se dire, l'histoire, c'est moi. I think we just pushed ourselves too hard throughout the tournament. J'aurais aimé faire certaines choses différemment. Ladies and gentlemen, welcome back to the Almia Convention Center, Jönköping, Sweden. We are here for the DreamHack Summer 2011 Championship game. The finals about to go underway, a $100,000 tournament held by League of Legends and Riot Games. Mesdames et messieurs, bienvenue pour un voyage temporel vieux de 10 ans. Oubliez les stades, les foules et la célèbre coupe de l'invocateur. Nous sommes alors en 2011 et la finale des premiers championnats du monde de League of Legends se déroule à la DreamHack devant une poignée de spectateurs. En voyant ça, d'un point de vue extérieur, personne ne pourrait vraiment se douter de ce que League of Legends deviendrait. Mais pour Riot Games, il s'agit d'un test. L'éditeur n'a alors qu'une seule idée en tête, savoir si sa communauté répondra présente. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le pari sera réussi. Au total, 1,7 million de spectateurs regarderont cette première édition des Worlds avec un pic à plus de 210 000 viewers en simultané. Alors oui, évidemment, aujourd'hui ces chiffres peuvent paraître assez dérisoires par rapport à ce dont on a l'habitude. Mais rendez-vous bien compte que pour l'époque, ces chiffres sont affolants. Soaz, qui joue alors sa première finale de championnat du monde ce jour-là au sein de AAA, se souvient. Je pense qu'on s'est rendu compte pendant le tournoi du fait de... Je me souviens d'un moment où il y a un rioteur qui parle des stats... des stats du nombre de live viewers du tournoi et c'est l'un des moments où je me dis ok, quand même il y a beaucoup d'engouement pour le jeu, etc. Le jeu il était tout frais et c'est pendant le tournoi que je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire avec le jeu. Bon, les chiffres c'est bien, mais ce n'est évidemment pas suffisant pour expliquer le succès absolu que deviendra LoL par la suite. Parce que même si la beauté d'un sport se vit à travers la passion de ses spectateurs, il faut avant tout des champions. Des noms qui, en 2011, plantaient alors les graines d'un avenir radieux. Peu importe à quel moment vous avez commencé à vous intéresser à la scène compétitive de League of Legends, parmi les 10 joueurs qui s'affrontent ce jour-là, vous en connaissez forcément quelques-uns. Que ce soit XPK, Soaz, Shushei, Cyanide ou encore Yellowstar, ce match entre Fnatic et AAA voit s'affronter des monuments du jeu. C'est les pionniers de League of Legends, c'est pour moi les premiers mecs qui se sont dit en fait le jeu c'est vraiment mieux si avec des potes on joue et on trouve d'autres adversaires qui eux aussi jouent avec des potes. C'est le début de en fait on peut en faire un jeu compétitif et ce serait encore mieux que de jouer tout seul dans son coin. Et ces noms-là aujourd'hui me font penser à tout ce que j'ai vécu avec League of Legends, leur progression à eux m'a donné envie de progresser à moi et je pense qu'ils ont été chacun fondateurs de plusieurs trucs
dans l'e-sport League of Legends. Et ce qui était génial à l'époque, c'est qu'il y avait beaucoup de rivalités EU-NA et comme au début du jeu, l'espace d'expression personnelle était vraiment très 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 élevé puisqu'il y avait tout à découvrir, rien n'était théorisé. Donc c'était assez excitant et surtout, nous on faisait partie des gens qui croyaient en League of Legends, qui jouaient, qui le regardaient. Après au niveau des joueurs, c'est des joueurs qui ont été structurants pour l'écosystème pendant de nombreuses années. Il faut bien se rendre compte que c'est des gens qui ont dû creuser le sillon dans lequel aujourd'hui on a tout l'écosystème League of Legends professionnel. Bien évidemment que c'était décidé par Riot, mais il y a une grande part de responsabilité dans les PK, SOAS et autres, notamment forcément PK, SOAS qui sont restés longtemps, Yellow aussi. Ils ont une très très grande part de responsabilité dans la qualité de l'écosystème League of Legends. Pour SOAS ou Yellow, c'est la partie les Français, quoi. Donc forcément, ils ont porté notre amour du jeu au local, tout en jouant eux-mêmes à l'international. Mais côté Fnatic, c'est XPK qui stream. C'est Shushei qui fait le mariole et du coup qui montre qu'il y a du divertissement à côté du jeu. Des mecs aussi qui rassemblent des communautés très différentes. Fnatic, c'était déjà une équipe où tu avais un Espagnol, un Polac, un joueur allemand, un Belge et tout. Et du coup, que l'amour du jeu n'avait aucune frontière, je trouve que c'était déjà un signe super précurseur et beau de l'Europe peut se mettre à jouer à la Ligue et à le faire bien, quoi. Des chiffres ahurissants, des grands noms qui deviendront de futurs champions, c'est comme si cette première finale de Worlds réunissait déjà tous les ingrédients d'une future grande discipline. Enfin, pas tout à fait, car il manque encore un ingrédient à tout ça. En effet, des grands noms c'est bien, mais si je me tente par exemple à faire une comparaison avec le sport le plus connu de tous, et que je vous dis Zidane ou encore Panenka, qu'est-ce que cela vous évoque ? Des grands noms du football, certes, mais pas seulement. Ces noms sont également reliés à des actions très spécifiques. La roulette de Zizou, évidemment, et la Panenka de Antonin Panenka, consistant à tirer un penalty au centre du but pour tromper le gardien. Bref, fermons cette petite parenthèse footballistique. Vous l'aurez compris, un grand sport, c'est également des actions iconiques. Et ça tombe bien, puisque ce jour-là, il s'est passé ça. Zone flashing over the edge. We see the ultimate from Brand coming around. Soaz trying to do a lot of damage here. Momo comes in trying to lay down the ultimate as well with a Nivea. A great amount of focus. Cyanide falls as Rammus, and it is going to be 2 down. And that one as Malzahar also went down. Fnatic, it looks like they are going to lose another one. As Shushi goes down, and coming across was the Ash Arrow. A beautiful job. She is all the way down in middle for Against All Authority, and they are going to turn that fight around. Une arrow de hache lancée à travers la map qui viendra se loger dans la tête de cette Janna impuissante. Je pense que plus un jeu dure longtemps, plus son histoire s'enrichit. Ce qu'on voit, c'est simplement que c'est un jeu qui est très compétitif parce que l'espace d'expression, encore une fois, individuel est très très élevé. Il l'était encore plus à l'époque. Maintenant, c'est vraiment plus un espace d'expression collectif. Et donc forcément, il y a la place pour ce genre de choses. Après, il n'y a rien d'extraordinaire dans ce move, c'est juste que c'était la première fois qu'on le voyait, tu vois. Après, si, l'exécution, elle est géniale, tu vois, il y a un peu de chance, beaucoup de réussite, beaucoup d'inspiration de la part de Yellow, mais ce qui fait la vraie différence, en fait, en définitive, c'est surtout que c'est comme INSEC, on n'avait jamais vu ça, et aujourd'hui, on a tout vu, parce qu'on a des OTP en Chine, sur le super serveur chinois, qui font 100 fois ça à longueur de journée, quoi. Alors évidemment, comme le dit Zab, ce n'est pas la plus belle arrow de tous les temps. D'autres viendront sublimer cette action dans les années futures. Mais peu importe, parce que Yellow Star, notre cher joueur français, est le premier. Ouais, je pense effectivement que quand Yellow tire cette flèche, il se dit absolument pas qu'un jour, 10 ans après, on dira waouh, quel Yellow Star, ou quand Swaz back dans un buisson, on se dise ouais, il a fait un escape à la Swaz. Je pense que c'est iconique des grands jeux et c'est l'envie des fans de créer leur propre lore en fait, de créer leur propre histoire compétitive et que y a les mots du jeu, la FK, le back, les kills, les machins, mais il y a aussi les mots de l'e-sport du jeu et ça va en faire partie et je trouve ça trop beau parce que l'un des premiers qui donne son nom à un move c'est un Frenchie et ensuite de ça il va y avoir les Misaya, il va y avoir beaucoup d'autres noms et il faudra attendre longtemps avant d'avoir d'autres Français qui portent des noms du jeu. Je pense que c'est aussi le côté on vient regarder ce genre de match pour apprendre des choses et voir des choses qu'on ne voit pas dans nos propres parties. Et c'est génial de se dire ce truc-là, c'est incroyable, je vais essayer de le réitérer et si ça marche, je donnerai le nom de celui que j'ai vu faire en fait. Comme on allait voir des streams, voir la compétition, c'était avoir l'entièreté de toute la map avec des commentateurs qui viennent sublimer le tout. Et ça, dès la saison 1, et ça c'est incroyable parce qu'il n'y en a pas beaucoup des jeux e-sport qui commencent comme ça. Des chiffres ahurissants, des grands noms qui deviendront de futurs champions et des actions iconiques.
Cette fois, ça y est, tous les ingrédients d'un cocktail explosif sont rassemblés, l'histoire compétitive de League of Legends peut commencer. And they are finding him on that right side. The ultimate going out. Not somebody they want to focus on. Crystallero wasted onto Linak. And we're going to see who's going to be able to do the most damage here. Sona throwing out the crescendo. They will be just dancing around. They're going to focus Aurelia here. And they go for the suppression, but she gets the stun on Warwick right as he does his ultimate. She falls down in the null zone. A very nice job by Brand. Lamia taking down Linak. And it looks like 3 have now fallen for AAA. MoMA also going down. Huge damage. There goes Corki. Could they go for the ace? Warwick will find it. And this could be a final push for Fnatic. Fnatic going to win the Season 1 championship if they can hold on. This Nexus will go down. Congratulations to Fnatic winning the Season 1. GG. GG indeed. Fnatic seront donc les premiers champions du monde de l'histoire. Mais malgré ce titre, un débat subsiste bien des années plus tard. Certains se plaisent encore aujourd'hui à minimiser l'exploit, sous prétexte qu'à l'époque, la Corée ou encore la Chine ne faisaient pas partie de la fête. Mais lorsqu'on s'y penche de plus près, on comprend vite que ce n'est pas parce que ces derniers n'ont pas été invités, mais bien parce que ces pays n'avaient même pas encore leur propre serveur à l'époque. Bref, n'en déplaise à certains, et même si, évidemment, personne ne serait assez fou pour affirmer que la compétition était aussi acharnée à l'époque qu'elle ne l'est aujourd'hui, cette première édition des Worlds rassemble bel et bien les meilleures équipes de la planète. À l'époque, ce n'était simplement pas des équipes asiatiques. Ça n'enlèverait, on va pas enlever le prestige et arracher la couronne d'une personne parce que le jeu est pas semblable à ce qu'il était auparavant. Il faut bien que quelqu'un soit pionnier, donc complètement légitime qu'il soit champion du monde. Je fais partie des gens qui pensent que Fnatic et AA se sont retrouvés face à des équipes américaines, qu'ils ont participé à la plus grande compétition que pouvait avoir alors sur le jeu, et qu'en ça, ils sont champions du monde au même titre que d'autres. Évidemment, ce sera pas plus dur, mais ce sera beaucoup plus diversifié par la suite, et on aura des styles de jeu différents, on aura des équipes qui viennent de partout autour du monde, et ce sera encore plus intéressant. Si on s'était arrêté à ce genre de championnat du monde que entre Européens et Américains, ce serait vraiment trop chiant. On avait que les prémices de ce que ça allait être, mais faut pas cracher dessus, parce que je pense que ce qu'a fait Fnatic à l'époque, AAA ou encore TSM ou CLG, qui viendront plus tard, des licences monstrueuses, c'est des équipes pionnières qui ont cru en ce que pouvait devenir League of Legends, qui ont fait confiance à la petite licence d'éditeurs que pouvait être League of Legends et Riot Games. Et aujourd'hui, cette confiance, ils la payent x1000, quoi. Mais je pense qu'il ne faut pas l'oublier. League of Legends, c'est d'abord un truc de passionné, et heureusement, il a plu à des Occidentaux, parce que ça aurait jamais été envoyé en Orient sinon. Fnatic, champion du monde donc, et voilà une première prouesse européenne qui met fin à cette première saison. Après une première édition couronnée de succès, il s'agit désormais de transformer l'essai pour Riot Games. Parce que réunir des millions de spectateurs devant un stream, c'est évidemment déjà un exploit en soi, mais pour Riot, ils subissent une question encore sans réponse, et pourtant primordiale pour envisager l'avenir et les possibilités de l'e-sport sur League of Legends. Est-il possible de réunir quelques milliers de ces spectateurs dans un même lieu pour célébrer un nouveau champion du monde ? C'est pour répondre à cette question que cette seconde édition des Worlds tiendra sa grande finale au Galen Center de Los Angeles. C'est l'année où ils font le plus le pas vers, que ce soit du basket, mais digital. C'est le moment où je pense qu'ils veulent essayer d'imiter le plus possible la NBA, et ils veulent aussi en mettre plein la vue à leurs partenaires asiatiques qu'ils découvrent alors. Je pense à Azubu Frost, j'ai une image d'un Azubu Frost qui arrive en veste militaire, en mode on fait pas notre service militaire, mais c'est pour mieux gagner le championnat du monde de League of Legends, quoi. Il y a un peu ce côté-là, il y a Mad Life et tout. Et du côté de la stage, elle est immense, elle donne envie à tout le monde. Il la divise déjà en deux avec des couleurs, je me souviens le bleu, le rouge de l'époque qui différencie bien les différents sides. Et ça c'est iconique parce qu'on sent qu'il y a une
DA travaillée, qu'ils veulent en faire quelque chose qui n'est pas anodin. Et c'est leur investissement. Très clairement, c'est l'investissement marketing de cette saison 2. Ils se disent, pour vendre des skins, vendre et donner envie aux gens de jouer, on va investir des millions dans l'e-sport, en faire une belle finale, investir dans ce Galen Center qui accueille les finales. Et j'adore cette saison 2. Je la trouve trop bien. Le décor est donc planté, et l'affiche du jour est pour beaucoup une grande surprise. Il faut bien comprendre une chose, c'est qu'à l'époque, le jeu est entièrement dominé par les équipes européennes. Notamment une équipe légendaire dont vous avez peut-être entendu parler, les Moscow 5. C'est simple, ce sont eux qui ont inventé le League of Legends moderne. Le meilleur exemple de ça, c'est la notion de Counter Jungle, une notion désormais basique de League of Legends, mais qui n'existait simplement pas avant M5. Et pourtant, malgré l'aura des M5, aucune équipe occidentale à l'horizon. La grande finale de ces championnats du monde saison 2 oppose les Taipei Assassins aux Azubu Frost. Un match entre Taïwanais et Coréens donc. Le niveau d'analyse du jeu à l'époque, c'était très proche de ce que un chat Twitch ferait aujourd'hui. C'est-à-dire que tu regardais l'équipe des 5 champions de part et d'autre, tu regardais qui est-ce qui allait gagner les fights et les escarmouches, et tu savais plus ou moins qui allait gagner, et c'était vachement de l'exécution. Encore, on était à un niveau d'exécution qui était relativement faible, donc tout pouvait se produire. Et malheureusement, en termes de timeline, je pense que M5 commençait... on a commencé à intellectualiser le jeu en saison 2, et je pense que les équipes ont commencé à comprendre en fait la dynamique de Counter Jungle et la notion de pression que M5 a intégrée dans le jeu, et ont pu en fait utiliser ces armes-là contre eux, et donc ils jouaient à terrain égal. S'ils avaient fait ces Worlds 6 mois plus tôt, M5 aurait probablement roulé sur la compétition, mais comme n'importe quel pionnier technique, tu vois, on a mis des années à catch-up sur la macro par rapport aux Coréens, mais on a fini par y arriver. Bien que l'Europe soit absente, ce sont encore des noms légendaires qui s'affrontent ce jour-là. Toys, Madlife, Stanley, BB ou encore Shy. Ouais, des noms que les gens oublient pour moi qui était un grand top laner, c'est Shy. Il y a beaucoup de personnes qui oublient ce joueur, mais pour moi c'est un des joueurs auxquels j'ai beaucoup appris dans mes premières années en tant que pro. Jouer contre lui plusieurs tournois, etc. Pour moi, il était vraiment au-dessus de tous les autres top laners. Bref, des joueurs peut-être aujourd'hui moins connus de nous autres Européens que XPK ou Soaz, mais des joueurs qui auront tous marqué leur génération, malgré un passage finalement assez court au plus haut niveau compétitif de League of Legends. Alors, pour que ce passage soit remarqué et gravé dans l'histoire à tout jamais, quoi de mieux que de soulever le trophée ultime ? Il est l'heure, les Taipei Assassins affrontent les Azubu Frost pour un titre de champion du monde. The chance to finish it off. There goes Sai. Stanley manages to get it down. Can they get another stun on towards Cloud Templar? Cloud Templar with the top of him. He doesn't want to go down. He twists. Tries to trap. The Ignite goes down on towards Sai here. Has he got enough to try and finish off Stanley before he finishes? Lil Balls gets in there. Tries to bait him around. Pulls him into the push. And takes him down with the curve. It's ultimate the Requiem will no! Disrupts the pullback. Oh, Toy's actually trying to get aggressive on Rapid Star here. Has he got enough to finish him off? He might do. The Ignite goes in. The basic shot. Yes, he does. The damage really coming from his wound though at the back. That's he's cleaning up. Stanley gets one. Stanley gets two. BB gets the third one. That's going to be the Cardinals ultimate. He might pop up with this one. He gets the quadra kill. He gets the quadra kill. Off the Rapid Star's going to get dropped. Can they take Shy down as well? They do. And it's 3 kills. Meanwhile down the bottom, there's another trade. That's an ace. C'est une surprise parce que déjà à l'époque on commence à se dire que les Coréens vont être forts et très forts. Azubu Frost semble l'équipe qu'on connaît le plus aussi parce que la Corée pousse le jeu du côté de l'Asie, et TIP Assassin, on sait pas trop qui c'est en fait. That's going to be one ultimate use. Can they catch him out with another? Doesn't matter. Ultimate was useful. Little Balls needs to back away. Shockwave used on Cloud Templar. Pulls him in. Shockwave's going to... That's going to be an Oracle burn from Toys. C'était une surprise, mais je suis content pour cette région qui est un peu hybride. Hein. L'Asie du Sud-Est, c'est compliqué parce que c'est fragmenté entre l'ancien MLMS, qui représente donc Taïwan, etc. Et puis aussi maintenant le Vietnam et la Garena, c'était assez compliqué. C'est bien qu'ils aient, tu vois, comme l'Uruguay un titre de champion du monde. Je suis très content que TPA ait leur titre. Et ça rajoute pour moi beaucoup de relief qu'on ait des champions du monde dans une ère, dans l'ère précédente, qui soient pas coréens ni chinois. Et on sera très content peut-être d'en revoir un jour, quoi. Taipei Assassins are the Season 2 World
L'Europe a eu son titre, Taïwan également maintenant. Profitons-en, parce que voilà venue l'heure d'un règne. Il est temps de dire adieu à 2012, dernière année d'un League of Legends encore très peu structuré, et de se diriger vers 2013, première année de sacre de la Corée. Welcome, ladies and gentlemen. I'm Ifya Shock Supporter, and I'll be your host for the next 10 weeks as we kick off the League of Legends Championship Series live in HD from here in Cologne, Germany. 2013 marque un tournant dans l'histoire de League of Legends. En effet, après 2 années de tests, Riot en a désormais le cœur net. Les fans répondent présents et l'e-sport sur LoL a un magnifique avenir devant lui. C'est donc cette année-là que Riot va prendre une décision. Celle de remettre la main sur l'intégralité de leur circuit compétitif. Fini les tournois éparpillés ici et là, souvent par des organisateurs tiers, c'est la création des LCS. À partir de maintenant, le circuit compétitif de LoL sera composé de ligues calquées sur le modèle des sports traditionnels, dans lesquels les mêmes équipes viendront s'affronter chaque semaine dans l'espoir d'une qualification aux Worlds en fin d'année. Je pense que le fait qu'ils aient commencé par créer des ligues et qu'à la fin, ces équipes qu'on retrouve semaine après semaine, c'est l'année de Lemon Dogs, je me souviens, se retrouvent à aller jusqu'à une finale de championnat du monde, ça crée vraiment le scénario jusqu'au bout. Saison 1, saison 2, c'est des événements un peu à droite à gauche, t'as des IEM, t'as des mecs qui jouent dans certaines ligues, t'as des événements, t'as la Gamer Assembly qui réunit plein de top joueurs européens. Et t'as pas vraiment de ligue. Et alors que là, on commence à avoir toutes les semaines des joueurs qu'on adore, ou qu'on déteste, ou qu'on aime détester, et on les retrouve sur les championnats du monde que les meilleurs. Vous l'aurez compris, 2013, c'est l'année qui marque le début du League of Legends moderne. Et au milieu de tout ce remaniement de la scène compétitive, c'est tout un tas de jeunes joueurs qui voient s'offrir à eux l'opportunité d'intégrer un circuit jusqu'alors presque inaccessible. Boxers in position. Dexter goes down. Shushe goes down. Where's the next target? They're going to go in towards Hosan. He's taking a lot of damage. Surely will be finished off here. Yamato Cannon suffers the same fate, and the reset to Björksen absolutely ripping them to pieces. Quadra kill comes down. Et parmi ces joueurs, il y en a un. Je ne sais pas si vous le connaissez, qui est en train de tout doucement se faire un nom du côté de la Corée. Un jeune midlaner talentueux de tout juste 17 ans, prénommé Faker, il semblerait. I'm like, even though I only have a mat on the floor, I think he's in the bed. Oh, Faker may be in trouble here. Deathmark tries to clean it up for Ryu. Oh, look at the cleanse, look at the moves! Faker, what was that? Faker with a huge play, the QSS. I can't believe I just saw he that. actually won that duel. I can't believe that SK happened. Telecom I'm just losing my mind. charges. C'est le moment où on commence à s'intéresser à la Corée, à comment ça joue. On peut commencer à regarder des streams à toute heure du jour ou de la nuit. Je me souviens qu'à l'époque, il y a Azubu qui envoie un maximum de flux sur les Coréens qui jouent. Nous, Twitch est en train de se développer. On commence à avoir des POV et tout. Et c'est vraiment le moment où moi, j'ai plongé dans le jeu en mode... L'apprentissage, il va pas se faire que entre 3 Français et 4 pélos suisses qui vont nous dire en français ce qu'on peut suivre sur le jeu. Non, il va y avoir plein de contenu en américain, donc en anglais, qu'il va falloir aller essayer de comprendre, d'aller analyser pour pouvoir s'améliorer sur le jeu et comprendre mieux le jeu. Et je crois que ceux qui vont comprendre le mieux le jeu cette année, c'est les T1. C'est le début d'un phénomène, quoi. Le phénomène Faker, le phénomène Coma, le phénomène T1. Toutes les légendes ont un début, et celle de Faker commence ici. Pour ajouter une touche personnelle, je dois vous dire que ces championnats du monde de 2013 sont les premiers que j'ai regardés en live. Ils ont donc une saveur particulière pour moi. L'arrivée des LCS et le début de Faker, comme on en a parlé, et puis cette finale. Cette affiche d'abord. Les Esketti de Faker donc, contre les Royal Club de Uzi. Mais surtout cette salle, le Staples Center de Los Angeles. L'une des salles les plus iconiques de toute l'histoire du sport dans sa globalité, ayant vu passer nombre de légendes avant les deux qui s'affrontent alors pour ce 3e titre de champion du monde. L'objectif pour eux, c'était d'aller chercher les titres, les lettres de noblesse
sur leurs événements, et donc c'était normal. Donc on a tout eu, on a eu le Madison Square Garden, on a eu le Staples Center, on a eu on aura le stade après en Corée pour la saison 2014, et donc c'était assez époustouflant, tu vois. Je pense que c'est vraiment la première année où on est vraiment époustouflé par le show. Et puis il y a tout, il y a Faker, il y a le rookie, le meilleur joueur de l'histoire, qui va cimenter son nom dans au plus haut du Hall of Fame de l'e-sport, devant des mecs comme Simple, Daigo ou autres qui sont des légendes vivantes du jeu vidéo compétitif. Donc il y avait tout dans cette année, et c'est le début de League of Legends moderne. D'un côté de la scène, Faker, et de l'autre, Uzi donc. Uzi, c'est l'histoire d'une légende. On pourrait d'ailleurs débattre du fait qu'il s'agit peut-être là du joueur le plus emblématique de toute l'histoire, juste derrière son adversaire coréen du jour. Et pourtant, il n'a jamais remporté les Worlds. Parce que le problème pour Uzi, c'est que peu importe combien de fois il se hissera devant la coupe de l'invocateur, à chaque fois, il fera face à un mur. Faker et SKT se dressent devant lui cette année-là, sur la dernière marche le séparant du trophée tant convoité. Et malheureusement pour lui, cette dernière marche est trop haute, trop forte. They're going in for Faker, they do go into the crescendo, but they haven't got him down yet. He's going to run away from this one, will finally get caught out, but it's the death of the Royal Gaming getting caught out completely. They're just dropping like flies. Il y a un énorme gap de niveau, tu vois. C'est-à-dire qu'il perfecte le GN Winter derrière, et il gagne sans peu, il drop pas une game, je crois, au All-Stars 2014 à Paris. Donc on sait, c'est-à-dire qu'on a le vent se lève sur la planète League of Legends, et on sait que le monde ne sera plus jamais comme avant. They've entered into the fight. Royals Hellfires are just getting demolished. Uzi on the outside trying to do what he can, but it's not going to be enough. Uzi's chased into the base, and SKT wipes him for the ace, the Quadra for Piglet. Water's on him, and they're now absolutely running for the fountain. This does not look good for Royal. This doesn't engage. Crescendo catches all of them. It's a double for Impact. They get on the fountain. SK Telecom are just rolling through. The Nexus turrets are potentially going to go down. This could be a 20-minute game for SK Telecom. They will be the Season 3 World Champions here at the Staples Center. C'est ainsi que le Staples Center deviendra le théâtre de la naissance d'une énième légende. 3-0, SKT l'emporte et deviennent champions du monde devant les observateurs du monde entier. Certains sont encore loin de se douter de ce que cette équipe deviendra. Mais d'autres croient déjà percevoir en eux quelque chose de spécial. Là, structurellement, il y avait une manière de comprendre, de penser, de s'entraîner qui était sans aucune commune mesure avec ce qui se faisait auparavant. Et on s'est tous pris le rôle compresseur coréen, et il a fallu... c'est pas quelque chose que tu résous rapidement. Surtout que la Corée, il n'y a pas de jeu console, quoi. Donc, c'est-à-dire que tout le pays joue à un jeu, et c'est que la crème de la crème de la crème qui arrive finalement sur le stade à la fin. Donc on savait que ça prendrait du temps, et d'ailleurs aujourd'hui on dit que le gap a été fermé, et c'est en partie vrai, mais tu te rends compte quand même que infrastructurellement par rapport à leur population, les Coréens ils sont quand même exceptionnellement forts, quoi. Pour moi, c'est les récents champions du monde. On sent qu'il y a quelque chose, parce que je crois que T1 avait été impeccable et avait perdu très peu de parties. Je crois que sur les groupes, ils perdent une game. Ensuite, il y a un énorme match contre Najin, mais leur finale contre Royal, elle est sans appel. Je pense que malgré tout, je me dis pas qu'ils sont imbattables. Je me dis juste, ok, c'est nos champions du monde de cette année. Hâte de voir l'année prochaine. Parce que nous, on suivait à l'époque les Gambit, les Fnatic, ce genre d'équipe. Et on se disait, il y a la possibilité. Et puis en plus, ils sont jeunes, les Coréens, parce que eux, ils venaient d'avoir le jeu. Le jeu, ça faisait très, très récemment qu'il commençait à être vraiment exporté, développé. Il y avait aussi les premières teams chinoises importantes, dont Royal Club, que j'adore. Et c'est vrai que c'est le début de quelque chose, mais je pense que c'est à la deuxième année qu'on va vraiment s'en rendre compte. Les images parlent d'elles-mêmes.
Après 4 années à consolider sa scène compétitive, cette finale de Worlds saison 4 est une formidable confirmation de la réussite de Riot Games. Tout y est. Ce stade gigantesque, le retour en terre sainte de l'e-sport de la Corée du Sud, et puis ce show et cette collaboration avec Imagine Dragons. Ça devient un moment incroyable. C'est un championnat assez spécial cette année-là parce que c'est la première fois effectivement qu'on part en Corée. C'est la première fois qu'on a une représentativité aussi importante, je crois, parce qu'on se retrouve avec des équipes brésiliennes, on retrouve des équipes turques, etc. Et en plus, ce qui sublime ça, c'est les magnifiques vidéos dont tu parlais, celles de Warriors, celles de Imagine Dragons. Et on se dit, ah ouais, mais ils sont en train de nous faire vivre un spectacle complet, quoi, de A à Z, de la musique d'intro à la fin du match, et limite, ouais, les musiciens reviennent pour rejouer un truc à la fin, quoi. À n'en pas douter, il s'agit de l'événement qui fera passer l'e-sport de phénomène de niche à engouement générationnel, et qui portera la passion de millions de fans jusqu'aux yeux du grand public. Année après année, le show de Riot Games aura su battre de nouveaux records jusqu'à atteindre son pic cette année-là. Désormais, il sera impossible de faire mieux, seulement aussi bien. Mais l'un des tours de force de Riot est ailleurs. En effet, là où d'autres éditeurs auront essayé de rajouter de la hype autour de leur jeu en proposant des cash prizes toujours de plus en plus gros, de plus en plus fous, et en basant leur communication autour de ça, Riot Games, eux, ont toujours affiché cette volonté de rester loin de ça. Les Worlds, c'est tous les ans. Les Worlds, c'est le plus gros événement e-sport du monde. Les Worlds, c'est pharaonique. Les Worlds, c'est les Worlds et c'est rien d'autre. Ça peut pas être The International. On parle plus d'argent. C'est-à-dire qu'ils ont complètement arrêté la course au cash prize à ce moment-là. On parle de prestige. Ils ont leur coupe. Elle est designée. Elle est belle. Ils ont leur logo. Ils ont leur recette. C'est-à-dire qu'à partir de 2014, on te leur sert tous les ans et tous les ans, tu l'attends comme le Père Noël. Et écoute, moi, ça fait 7 ans et je suis toujours aussi impatient. Les 10 joueurs debout sur cette scène ne sont pas là pour savoir qui va se partager $1 million. Non. Tous ont les yeux rivés sur cette coupe devenue iconique de par ce qu'elle représente. La gloire et la récompense d'années de travail et de sacrifices. Et ces 10 joueurs ne sont pas des moindres. D'un côté de cette gigantesque scène, Uzi et Royal Club font leur grand retour 1 an après l'échec face au SKT T1. Mais je vous l'ai dit, Uzi aura passé sa carrière entière à échouer sur la dernière marche à chaque fois trop haute. Et cette année-là, la marche s'appelle Samsung White. Et alors là, il va falloir s'attarder un petit peu dessus. Aujourd'hui encore, lorsque l'on demande à des passionnés et spécialistes de la scène quelle est la meilleure équipe de l'histoire, Samsung White revient sans cesse dans les débats. Moi, c'est mon équipe préférée. C'est mon équipe préférée de tous les temps. Donc forcément, je vais être un peu biaisé. C'est pas la meilleure équipe de l'histoire, parce qu'aujourd'hui, je pense que les équipes joueraient largement contre Samsung White. Maintenant, c'est l'équipe qui a en fait remis un coup d'accélérateur sur le jeu, et c'est les Mata spécifiquement, vraiment en tant que joueur, mais qui a eu le bon collectif pour marcher autour de lui, va créer un truc qui va rester aujourd'hui comme le truc le plus puissant League of Legends, qui est la synergie jungle support, qui était un truc qui n'existait pas du tout, qui est un peu technique, hein, forcément. On est obligé quand on parle de Samsung White de rentrer dans des trucs un peu plus techniques, mais tu sens que là, on pensait que, tu vois, l'exécution avait été affinée à un point quasiment inhumain avec Faker, etc. Là, on arrive dans l'ère tactique. Cette équipe Samsung White est l'incarnation de ce que le jeu coréen avait à offrir de mieux à l'époque. Pourtant, au départ de ces championnats du monde, Looper, Dandy, Pawn, Imp et Mata n'étaient pas favoris. En effet, le monde n'avait les yeux rivés que sur leurs homologues de Samsung Blue. Et oui, c'était la grande époque des équipes sœurs en Corée du Sud. La plupart des structures avaient 2 équipes qui, en plus de s'affronter au sein du championnat coréen, les UGN, pouvaient s'entraîner entre elles durant toute la saison. Pour prendre un exemple actuel et français, imaginez que Vitality, qui possède actuellement son équipe mère en LEC et une équipe académie en LFL, possédait en fait 2 équipes en LEC. De grosses questions d'intégrité compétitive se poseraient instantanément. Eh bien, c'est exactement comme ça que ça se passait en 2014 du côté de la Corée. Et on comprend facilement pourquoi dès l'année suivante, Riot aura vite fait en sorte de mettre fin à ce modèle. Mais ce principe d'équipe sœur aura au moins donné lieu à des storylines et des moments uniques. Je m'en souviens comme si c'était hier. Nous sommes alors en demi-finale des championnats du monde, et Samsung White affronte les Samsung Blue dans une bataille fraternelle.
Les Blues sont alors favoris, ayant battu leurs adversaires du jour 3-1 durant les OGN Summer 2014. L'équipe Blue de Samsung est alors anticipée comme futur champion de ces Worlds. Il y a les frères et les sœurs ennemis. On a suivi les aventures de Samsung Blue, Samsung White pendant ce tournoi-là. À l'époque, c'est plus les petits frères de Samsung Blue, si je me souviens bien, avec Earth, Spirit, Dade, des mecs qui sont ultra considérés, Deft évidemment, des mecs qui sont ultra considérés. Et cette équipe, elle est incarnée par un homme, Dade, le général Dade, tirant son surnom de son leadership et de ses extraordinaires capacités de tacticien. Le légendaire midlaner, jamais aperçu sans sa veste, devenu un peu un symbole, le symbole du général, aurait dû permettre à son équipe de se hisser jusqu'en grande finale de ces Worlds ce jour-là. Seulement, il arrive parfois dans une fratrie que le petit frère se rebelle, et que, le temps d'un instant, le rapport de force s'inverse. There is so much history between these two teams, and I couldn't be more hyped up for this matchup. We have quite a game on our hands here today. He also has the intervention on. Pawn almost goes down here, but he gets the brush control. Denies the vision. Oh no, Looper gets going. Chain of Corruption did go out, but as soon as Looper is let out of that prison, he is just knocking down the walls. It has been an absolutely exquisite performance here by Samsung White. Now into the base, Dade goes down. Matza's gonna pick up doubles there. Tries to throw a tournament. Oh! He cuts him down out of the air. And Samsung White takes it to game 3, 2-0. Double kill coming in for Pawn. It doesn't matter what he's on. The team's ready and willing to continue the kills. Samsung White finally defeats Samsung Blue. Samsung White gagne 3-0 contre Samsung Blue, alors que chacune des équipes se retrouvait face à des Américains, il me semble, genre TSM et tout ça. Et genre, là, on se dit, ah ouais, on peut avoir les frères ennemis, il y en a un en demi-finale qui remportera et qui sera sûr d'emmener une équipe coréenne, et alors que de l'autre côté de l'arme, c'était deux équipes chinoises, donc du coup, qu'elle allait forcément envoyer une rivalité Chine-Corée. Et c'est vrai qu'on s'attendait tous à ce que Samsung Blue gagne, et Samsung White, qui surprend tout le monde, devient une équipe genre formidable. On va en parler pendant longtemps. 3-0. Les Samsung White écrasent les Samsung Blue, le général est vaincu. Puis, comme un symbole, pour la première fois, Dade laissera tomber sa veste pour la léguer à Pawn. Un magnifique moment d'e-sport et une passation de pouvoir que les Samsung White ne rendront pas. Cette équipe est trop forte, et Uzi regardera à nouveau la coupe de l'invocateur lui échapper si près du but. There's the takedown as Dandy gets another one for himself at 5-0-9. The first Nexus turret in 24 minutes. The second one follows through, and we're already on to game 2. White are going to walk in there. They're probably going to dive. It's Insect that'll be the first target. Equalizer goes down. Cola's already at half, but they want the squishies first. Zero's going down. Cola is still in the mix, but will he get away from it? There is him going mad at the back. He will get another one. Samsung White, ça va être juste, tu sais, c'est un peu le côté des Coréens, la classe en plus. J'ai l'impression que tu sais, c'est un groupe de K-pop en plus d'être une équipe ultra sérieuse, quoi. Alors qu'on n'avait pas ça avec T1. T1, c'était la rigueur qui fait gagner les Coréens. Alors que là, on a un peu plus le côté les génies, quoi. Juste Imp, Mata, c'est des génies. Dandy, Pawn, c'est des véritables génies. Uzi though is left alone on the backside. They need to keep him in check. Zero goes low. Insect at half HP. They still have Pawn dancing around in this one. That's 2 kills over to Samsung White. Uzi is still there. There is Uzi to get the double. Will jump away to stay alive. Can he get more? He's no win. He's in the poison, but he's got the life. Oh no! He does finally go down, but Looper will die as well. And that is the ace. Is that the game for Royal Club? Come in. Actually, Dandy just uses that as a front door to get in. There's the Ghost Blade. They hop in. Oh, the Ghost Blade into Shockwave. Or rather, Rengar jumping into the Shockwave out of invisibility. And that's going to be huge damage. This might even be enough for the next inhibitor. Kills coming in from Looper as he gets to the backside. As you said, chat. Nexus saw it fall. They're going to focus in on the Nexus itself. And Samsung White are the 2014 World Champions. On joue toujours le jeu de Samsung White en 2021. Tu vois, c'est ça la différence. C'est que c'est la première fois qu'on arrivait sur quelque chose qui, s'il est bien fait, n'a pas vraiment de contre. Et en 2021, on joue comme en 2014. Alors le jeu est plus complexe, il y a des moyens de se défendre contre ça. Mais tu sais que
si tu donnes la domination à une équipe, elle va jouer comme Samsung White. Et donc c'est pour ça qu'en jouant comme ça, il n'y avait pas d'adversaire. La compétition a commencé, on avait Samsung White champion, personne n'était surpris. Rideau, ils ont soulevé la coupe, ils ont 10 secondes, ils sont allés prendre leur joli revenu en Chine. Et puis c'est une étoile filante, mais qui a laissé en fait dans son sillon des fondements tactiques qui sont encore utilisés aujourd'hui dans les équipes pro. Mené par Mata, sans aucun doute le plus grand support de l'histoire, doté d'une vision de jeu à mon sens encore jamais égalée, les coéquipiers de Pwn deviennent champions du monde et inscrivent leur nom au panthéon de League of Legends. Tous auront marqué le jeu, ayant su hisser les standards mécaniques et tactiques à un niveau encore jamais égalé. C'est ainsi que se conclut cette année si singulière, l'année des équipes sœurs. Demandez à un fan de League of Legends quelle est son année préférée lorsqu'on parle d'e-sport, et il y a de grandes chances que celui-ci vous réponde 2015. La saison 5 a une place très particulière dans le cœur des fans européens. Déjà parce que nos équipes auront su performer sur la scène internationale, mais surtout parce que c'était la première fois, loin des quelques spectateurs de 2011, que l'Europe accueillait des championnats du monde dignes de ce nom. Et la France aura été gâtée. 8 jours entiers de compétition au Doc Pullman de Paris pour la phase de groupe de ces Worlds, qui auront donné lieu à un nombre incalculable de moments magiques. Le tournoi a une saveur extraordinaire, parce qu'il y a beaucoup de personnalités, beaucoup de storylines, la retraite de Dyrus en phase de groupe. I'm really sorry to all my fans that I let you down. Dyrus. La shockwave de XP qui détruit complètement le mental des LGD qui étaient partis comme favoris du tournoi. Oh mais attends, les Origins ne sont pas du bon côté de la carte là. Ils risquent de se faire engage. Attention à Korn, on pile du côté des LGD. Imp est en position de faire des dégâts. Korn, on essaie de split du côté des Origins pour empêcher ce Malphite de faire des dégâts. Nils, pique up pas, la shockwave. La shockwave était exceptionnelle. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? L'explosion de ADG qui avait gagné le MSI par Fnatic en quart de finale. And Fnatic will advance to the semi-finals, the only team to do that 3 times in the World Championships. Mais pour ma part, mes souvenirs ne sont pas ici. Non. Mes souvenirs les plus intenses, et qui me relient à cette saison 5, se trouvent à plus de 1000 km de là. Berlin. Je me revois alors, encore adolescent, traverser les rues de la capitale allemande en direction du Mercedes-Benz Arena. Je m'apprêtais alors à vivre mon premier événement e-sport en live. Pour la première fois, je prenais conscience que des milliers de fans partageaient la même passion que moi. Tous avaient laissé tomber la déception d'avoir vu Fnatic et Origin échouer tous deux aux portes de la finale pour venir assister à un affrontement entre deux titans coréens. Parce que nous sommes en plein dedans. Après 2 années de règne, la suprématie coréenne connaîtra son apogée cette année-là. Pour la première fois depuis 2011, l'affiche de cette grande finale de championnat du monde oppose 2 équipes d'une même région. Once again, Cool Tigers. At mid lane, Faker. Riot et l'équipe commencent à faire de Faker une star. Et il est prêt, il fait partie du peu de joueurs qui sont aussi prêts à devenir l'ambassadeur numéro 1 de l'e-sport League of Legends dans le monde. Il en faut un et ça va être lui, le premier icône. Je pense que de là, ça devient le Demon King, ça devient beaucoup plus que juste le joueur. L'équipe devient iconique et lui aussi. À l'aura que dégage Faker sur cette scène, un œil non avisé pourrait croire que c'est lui la star de cette finale, et au fond, il n'aurait pas tort. Mais la vérité, c'est que la mid lane n'est pas le point de focus de ce match.
Le monde entier n'a les yeux rivés que sur un match-up, celui de la top lane. Côté SKT, Marine, une étoile filante dans l'histoire compétitive de League of Legends. À l'époque, il était l'un des principaux carries de T1. Mais de l'autre côté, il y a Smeb. Et pour bien comprendre qui était Smeb en 2015, il suffit de savoir une chose. Il était le joueur disputant le titre de meilleur joueur du monde à Faker. Voilà, rien que ça. Soaz, dont le parcours s'arrêtera face à SKT en demi-finale cette année-là, a eu l'occasion de jouer contre les deux joueurs durant ces Worlds. Il se souvient d'eux comme des top laners au profil différent. Deux joueurs avec une équipe qui joue vraiment différemment. Avec Marine, ils étaient très très solides au niveau du top side, du coup plus chiant à jouer contre, j'ai envie de dire. Contre Smeb, c'était plus un weak side top aussi. Ils aimaient plus jouer avec le foreman, avec leur bot lane, mid, etc. Ils faisaient des actions top, mais c'était pas comme si il y avait beaucoup de pression au niveau de la top lane. Même si pour moi Smeb était très fort aussi. C'est un style de jeu différent. Du coup plus facile à jouer contre coup quand même un peu. Le décor est planté, Smeb tentera donc d'emmener son équipe sur le toit du monde et de subtiliser à Faker et Bengi leur deuxième titre. Bengi, so he's sitting behind Smeb. Little action towards the bot side. The teleport coming in right now from Marin. His ultimate is up. They lay down the equalizer. Wolf should be able to get out of this one. Marin into the fight now. Kuro and Prey are the targets, and that's going to be Kuro going down. SKT seemingly pulling this one back in their favor with just a few kills to the bot lane, and that's a double kill for Marin. The team is looking for it. Looks like Rek'Sai coming in. We just saw Bengi use his ultimate just below the team. They're all going to be there. Bengi gets hit back. He's going to be able to turn around now. They have Prey in the perfect spot, and they take down Prey. They take down Gorilla, and it's just chaos for Ku. They cannot find the right positioning. A double kill as well for Bang. That's going to be SKT. Earlier than what their longest game would be. That was 43-30. They put a stop to that. It's a 42-minute game one. SKT is 2 wins away from the Summoners Cup. Je me souviens que dans la salle, l'ambiance était particulière. Les gens ne le disaient pas, mais une certaine retenue se ressentait. On aurait tous aimé crier à en perdre la voix dans un match légendaire qui nous emmènerait au bout du suspense. Mais les hommes de Faker semblaient trop forts. C'est comme si tout le monde avait déjà accepté que cette finale se terminerait en 3-0. Je pense qu'il y en a beaucoup qui cheers pour Ku Tigers à l'époque, parce que l'équipe donne envie avec Smeb qui est à son meilleur niveau. Néanmoins, pour l'hégémonie et pour la dynastie SKT, c'était parfait. Puis la Game 3 commence et soudain, la magie opère. Before this play even happened, and just 4 men kill this tower, because you never want to fall behind when it comes to fast pushing. Well, they have all the pressure on the bot side. They have to watch for Prey to come up in the bottom side of the jungle here. Kuro in a bad spot. He walks right in with Faker on his tail. They're on Bengi though. The flay back, very nice from Gorilla. Ignite and Flash used to make that happen. Faker now in a real sore spot. It looks like he'll be the next to go down. A bit of a fumble Ruski here coming in from SKT. And Ku are going to pick up some very nice kills all around the board. 3 assists to Gorilla. It's working out perfectly. Distributing the kills, nice. Bang trying to come in now. A huge, I think I can situation from SKT to pick up the little outside experience that would ever happen. 4 kills for Hojin in the early game. 1 goes to Prey. That was a bad decision. Marin wasn't able to defend. The dive is very real with an Ash Arrow initiate plus a Lee Sin with Flash, and they are rightfully punished for that move. And now with 2 death timers looming, the Baron becomes another problem. Un sursaut d'orgueil. Un rugissement manifesté par 15 000 personnes chantant le nom des Ku Tigers à l'unisson. Le temps d'une game, cette équipe nous aura fait vibrer et y croire. Mais malheureusement, ça n'aura pas duré. Last stand, 2 inhibitors down. Here SKT comes. On the hunt, goes in. That's going to be Hojin in a real sticky situation. He goes down, a full 3-man Gnar ultimate. That's going to be Smeb down now. Ku Tigers are falling. SKT will be your first ever 2-time world champions! Score final, 3-1, les Tigres sont battus, Faker et Bengi soulèvent un second trophée. En parlant de Bengi, il faut que je vous parle de l'un des plus grands mystères de League of Legends à mes yeux.
Nous sommes en 2021 au moment où j'écris ces lignes, et je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont commencé le jeu bien après 2015. Pourtant, vous connaissez tous Faker, mais pas Bengi. Alors bien sûr, pour tous ceux qui l'ont vu jouer, il ne fait aucun doute qu'il s'agit là du meilleur jungler de l'histoire. Nous savons tous à quel point son impact au sein de cette line-up SKT fut important. Alors comment un joueur aussi important, ayant révolutionné son rôle, peut-il n'être aujourd'hui plus qu'un personnage secondaire dans l'histoire de Faker ? C'est vrai que Bengi aura toujours eu moins de lumière que son coéquipier. Après, c'est aussi voulu, je pense, parce que à l'époque, la jungle, c'est pas quelque chose d'aussi éclatant. C'est quelque chose de plus dur à comprendre pour le public. Et on préfère un mid laner chatoyant que les rotations d'un jungler, tu vois. C'est des méta où on est sur quelque chose de un peu moins intéressant et un peu moins intéressant et plus difficile à comprendre, surtout pour le public. Je pense que c'est plus parce que moi, en tant que fan, forcément, je vais m'intéresser à la jungle, mais peut-être un peu plus difficile à comprendre pour le public. Un jungler, ça tape des camps, et un laner, ça tape des humains, premièrement. La mid lane, c'est le poste le plus hypé, parce que c'est le poste le plus difficile à jouer de League of Legends, et que Faker a nagé là où en fait, il a complètement transcendé son rôle. Bengi, il a un rôle, support jungle, ça reste des rôles à ressources plus faibles. C'est dur de carry une game tout seul. Donc forcément, il est toujours dans la mise en valeur de sa team, et dans le contrôle des événements de la map. Et donc ça, c'est forcément plus difficile à voir. J'ai la sensation, en tout cas, que c'est plus facile de faire briller Faker aux yeux du grand public que Bengi. Néanmoins, Bengi aura été l'un des junglers, je pense, les plus regardés à l'époque pour comprendre ses déplacements. Et surtout, c'est les moments où on commence à parler de duo mid-jungle. Ça, avant, on n'en parlait jamais. Là, c'est très clair. Bengi Faker, c'est le métronome de toute l'équipe. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que on pourra dire ce qu'on veut. T1 et Faker, ils ont gagné 3 titres avec Bengi et 0 depuis. Voilà. Ça donne un ordre d'idée de l'impact qu'a pu avoir Bengi sur sa génération. Quoi qu'il en soit, lui aussi est double champion du monde. Comme Faker et comme Koma, le coach emblématique de cette équipe SKT. Et les trois hommes, non contents d'avoir écrit le 2e chapitre de leur aventure, ont déjà le regard dirigé vers le 3e. L'histoire que je m'apprête à vous raconter maintenant se déroule sur 2 ans. C'est l'histoire d'une rivalité. Une histoire qui, dans la continuité du règne de la Corée, aura quand même réussi à tenir en haleine les fans du monde entier. SKT, Samsung, puis SKT à nouveau. Cela fait 3 ans maintenant que les Coréens dominent et que 2 structures se partagent la coupe de l'invocateur. Alors, lorsqu'en 2016 est de retour au Staples Center de Los Angeles, là où tout a commencé, SKT T1 affronte Samsung en grande finale des Worlds. Autant vous dire que l'on ne sait pas trop à quoi nous allons assister, mais ce dont nous sommes sûrs à l'époque, c'est que ce match risque bien d'entrer dans la légende. Samsung contre SKT, c'est sûrement une des plus belles finales de l'histoire. Ouais, la plus belle finale de l'histoire, je pense. Parce que c'est tellement serré, et ça va tellement être horrible dans les années d'après, qu'on regrette tous que ce soit pas toujours le même scénario du 3-2 sur les grandes finales. Je pense que c'est un niveau chatoyant, éclatant. Il faut bien se rendre compte qu'au moment de monter sur scène, les 2 équipes ont eu un parcours bien différent dans cette compétition. Pour se hisser jusqu'en finale, Samsung affronte les Américains de C9 en quart de finale, puis les Européens de H2K et Odoamne en demi-finale. 3-0 et 3-0. Samsung, ça joue bien, c'est le début de Samsung Galaxy va devenir un monstre tactique et froidement élimine ses adversaires dans lesquels tu peux rien faire, quoi. Samsung Galaxy, ils vont perdre une petite game en groupe et puis ensuite ils vont 3-0 tous leurs adversaires dans les phases de play-off. C'est une équipe qui est genre froide d'exécution, froide au niveau de son visage, tu vois, je pense à QV, visage fermé et tout, et juste ils te détruisent, quoi. Alors que côté SKT, on chunk un peu. Hein. C'est donc une équipe archi-dominante de son côté de l'arbre, face à des adversaires jugés plus faibles, qui se présentent face à des SKT vacillants. 3-1 d'abord en quart de finale contre les Chinois de RNG.
Puis un remake de la finale de 2015 face aux Tigers qui se soldera par un 3-2 en faveur des hommes de Coma. Normalement, la simple évocation de ce BO devrait déclencher quelque chose chez tout fan de League of Legends qui se respecte. N'importe qui ayant vu ce match en live vous le dira. Il s'agit sans aucune contestation possible du plus grand BO de toute l'histoire. Really aggressive. Ash arrow. Arrows land on the Wolf, and it's just going to be too much damage too fast. Rilla putting down 5 damage auto attacks, doing what he can to keep mid lane alive because top and Hib has been killed, and they even got the pick off on Bang. Rox doesn't actually have to stop pushing right now. They can delay the recalls. The Ash arrows. Look at the arrow. Get teleport. He's gonna stop it. He stopped Duke, which means they can push. It's now on Wolf. It's a teleport coming in for Smeb and Curl. How much more can be done? And more jump in right now. The tank. Wolf running out of health. He's gonna die off. Onto the turrets they go, but the minions are gone, and it's too much. SKT are here to defend. This is a difficult 3v2. Pushing down Duke, down below 1,000. Ults back on towards Prey. Push back yet again, but Smeb's running low. But they get it. It's on the Nexus. They're trying to burn it down. Is the stun gonna be enough? It's not. Rox Tigers answer back with game 2. And Gorilla's now just putting bullets into Duke. How much can they really get? Ooh, bullet time does a lot. It forces flash out. And now Prey is here. Exhaust is on. One kill picked up, and Faker gets it back on the Gorilla. Smeb running out of health and gets shut down as well. But Prey, does he find the targets? Peanut has Guardian Angel. Maybe he plays frontline. How much can they really get? Prey turns it back around. Look for Bang. Looks for it all. He's got one. What else can he get? It's going to be Blake in his sights. He's coming back. Faker's low. How much more can they get? The stun's coming in. And it's Duke with the big play. But the turnaround from Prey. Turning it back in. The chase. The resonating strike. And the ace goes through for Peanut. On est en 3-2. Je crois que c'est la plus belle demi-finale qui m'a été donnée de voir entre SKT et Rox Tiger. Et là, on se dit, mais si SKT perd 2 games face à Rox Tiger, est-ce qu'ils peuvent vraiment jouer quelque chose face à Samsung? Et là, ils nous sortent un niveau stratosphérique face à Samsung. Ruler's in trouble, but Bengi takes so much damage. Flash away from CoreJJ. Ambition's looking for Bengi. Faker gets caught up. Whoa, he gets That's the shutdown. Faker goes golden. He's killed by Ruler. What can Ruler do? Nothing. He's killed by Bang. That's 80 carry and mid laner down. There is a reply onto Bang though as Q-Face doing work on the back line. They turn their attention to the Nexus. They're going to go for the Nexus. Duke is stunned temporarily. The Nexus is being killed. There's 2 members of Samsung against 3 members of SK Telecom. And the Nexus goes down. The defending world champions win game 1. Too long, hops forward, looking for more. For JJ, kicked against the wall, locked against the wall. Duke gnaws crown. Petrifying gaze, not going to be enough. And Duke will get popped, but just the GA. Round warp from Faker will allow him to get a double kill onto Ruler. SK Telecom jumping forward for more. Core JJ on the steps of the fountain is killed by the god Faker himself. And SKT are 2-0 in the finals. C'est le plus haut niveau de macro de League of Legends ever. Le jeu a trop changé aujourd'hui pour jouer ce niveau de macro-là parce qu'il y a moins de ward, etc. Mais faut comprendre qu'en fait, tu as tout l'héritage mécanique de 2013, tout l'héritage tactique de 2014 et 2015 qui a été intégré, raffiné, exploré. Le patch était très intéressant dans ces worlds-là, avec beaucoup d'innovations, notamment la Miss Fortune Support qui était sortie en demi-finale. 2,500 looks like it's secured. Baron and Elder for SKT. Cubase now left alone, no support until Ambition safeguards his way into the pit. Baker has Shockwave. They're locked in, stunned up against the wall. Bengi is popped. The GA looking to respawn. Cubase still running for his life. Ruler, true shot barrage, gonna be dodged by the report. Bang, he's out of mana. That's a great hammer. Ambition, it's still fighting in the front line. Ruler running low on mana. The Arcane shifts forward, trading off them. That's a shutdown. That's another. Duke is now the next target. GA pop inside the pit. Ruler sends the Mystic shot over the tri-bush. Duke is going to die. It's a double for Ruler. SKT lose 3. Crown barely lives, and he's going to have to go back to base to heal after that one. But that's a building without him. It's not over. The Nexus is down. Samsung stun the world and defeat SKT for their first game in finals.
On arrive vraiment, tu vois, quand les patchs convergent vers quelque chose qu'on n'attendait pas au début de la compétition, on est là-dessus. Et on arrive dans un espèce de finale où Samsung donne du répondant à SKT jusqu'en Game 5. Moi, je me souviens, on avait fait une activation avec une marque de soda dans un appartement et on avait commenté je crois que c'était de 23h à 7h du mat. Enfin, ça n'avait aucun sens. C'est un des BO les plus longs de l'histoire. Et ça s'est joué presque au mental, à l'énergie, à la stamina, quoi. C'était exceptionnel. SK Telecom have overcome every challenge. They are the undisputed best team in the world. The SKT reign continues. They win their third World Championship. Et le niveau de jeu est génial parce qu'en fait les deux équipes sont à niveau équivalent et ça joue sur des détails, sur une demi-seconde et tout. T1 gagne leur dernier titre depuis. Donc 2016, ça commence à remonter. Et ce qui est génial en fait dans le storytelling des Worlds, c'est que les Samsung crient revanche, quoi. Tu vois que dans tout le langage corporel et tout, ils sont détruits, mais ils sont revanchards. Comment ne pas se souvenir de ces images? Des joueurs Samsung abattus, effacés par la joie des T1. Cela fait maintenant 3 fois que Faker, Coma et Bengi brandissent la coupe de l'invocateur. 2 fois pour Bengi Wolf. C'est les adieux de Bengi à la compétition. Il part avec 3 finales, 3 titres. Et on sait que voilà, c'est le jungler le plus titré de l'histoire de League of Legends de très très loin. Coma, Bengi, Faker. Et c'est le 2e titre de Bengi Wolf. Les rois ne laisseront pas leur trône aujourd'hui. C'est ici, au Staples Center de Los Angeles, que leur histoire avait commencé. C'est ici qu'elle se terminera. Non, vous ne rêvez pas, je ne suis pas retourné en arrière dans ce reportage, nous sommes bel et bien en 2017 pour la finale des Worlds et à nouveau, SKT affronte Samsung. Bienvenue dans le chapitre 2 de notre histoire. Après l'échec de l'année précédente au bout du suspense, côté Samsung, il faut faire un choix. Option numéro 1, faire comme toutes les autres équipes ayant fait une bonne performance aux Worlds chaque année, faire des changements malgré tout. Option numéro 2, se servir de cette soif de revanche pour retenter sa chance une année de plus. Vous l'aurez compris à la vue des visages familiers se tenant sur cette scène. C'est la seconde option qui sera privilégiée par Samsung. Et c'est comme ça que QV, Ambition, Crown, Ruler et CoreGG s'apprêtaient alors à écrire l'histoire la plus shonen de cette première décennie de League of Legends. Les antécédents, on s'attend à un BO de ouf. Moi, je me souviens que 2017, j'organise un énorme événement. Il est tôt, hein, je crois qu'on joue les matchs tôt. On est en Chine, c'est ça? Ouais, on est en Chine. On joue les matchs tôt et j'invite tous les copains, tous ceux qui sont fans de League of Legends à venir voir le match ensemble. On va tous le regarder. J'organise un petit déj monstrueux. Je me dis que ça va être encore un 3-2, un énorme banger. Ça va être incroyable. You bait out the blue trinket, you kill it, you go back to your mid lane, and then you go back again, going for the play, can he get himself in, he's suppressed, the burst damage, oh, this play was too early, beat out with the game-saving Baron steal, oh, the barrier pop of Faker, almost gets himself the solo kill, now forced to run away, but guides forward, gets away from the knockup, gets rooted in, and Crown gets himself that kill in the mid lane, 5-0 in the game, as they keep pushing forward, super minions in tow. He uses to run away a little bit, the flash chases in, looking for the spray, but in comes the duel, and look at Bang, and he does not have a way out for this one. The flash was already used. Barrier poppers some time. In comes Crown, and they're going to find their first kill of the game. Kube staying alive as well. The chase forward. They got the root into Faker. Samsung Galaxy. The flash tornado. CoreJJ secures a double kill for Ruler. He's KT, but Samsung not in a position to fight. Time explosive cast does not do much, so the ultimates are down. Here comes the re-engage once again for Ambition. Wants to add the damage. Oh! Look at the blade, Colorado Ruler. Do they have the my God! Triple knockup. The follow-through for Gilbert. And he's going to fight for help, but still one death comes through. The suppression comes in. 4 kills already. One man stands alive, and he's going to fall. The ace for Samsung Galaxy. Le soleil n'était même pas encore couché sur le nid d'oiseaux de Pékin, et déjà les SKT1 se retrouvaient face à leur destin. Le problème pour Samsung, c'est que même en 0-2, la muraille SKT a déjà montré qu'elle n'était pas si simple à faire tomber. Ils ont déjà été au pied du mur par 2 fois dans cette 7ème édition des Worlds, remportant leurs 2 BO5 précédents 3-2,
D'abord contre Misfits en quart de finale, dans ce qui est encore aujourd'hui l'un des matchs préférés des fans européens, puis en demi-finale contre le RNG de... Eh oui, Uzi, encore lui. Pour résumer, au moment d'entrer en jeu pour la troisième game, et malgré la situation critique, tout semble encore possible pour T1. Le roi Faker est toujours assis sur son trône, et pour l'en déloger, il va falloir aller le chercher. Mais les Samsung sont déterminés, et la prise de responsabilité viendra de leur ADC. Line, and Samsung Galaxy push mid first. As you can see, the flash ult. They've caught Faker. They've got the CC. The mid laner is down. The unkillable Demon King has done just that. As Ruler stays in, life stealing. In the back line, they found more as Huni does not have a way out. Pops the ult, but he has no exit route. 2 more autos will kill him down, but he gets to run away. They twitch to their aggro. They knock down Wolf instead. 5v3 in mid. T'as mis un élément en avant, Ruler qui flash ult. La karma de Faker, c'est incroyable ce moment. Il est pile par tout le monde avec KoreGG qui va le shield. Enfin, ce moment-là, tu te dis, ok, ils sont vraiment meilleurs sur ce BO. Je le trouve incroyable ce flash. Il y a tellement d'histoires qui sont écrites dedans et tu te dis que ça y est, les AD carry peuvent aussi prendre des décisions. Alors que pourtant, Ruler, moi je le voyais plutôt comme... attendant la réception de joueurs aussi expérimentés que Ambition ou Crown, etc. C'est l'époque aussi où on se dit que KoreGG est le meilleur support ever, je pense. Il est trop beau ce move. That signals the end of the SKT dynasty. There are no turrets. It is 5 versus 3. Huni, do you have what it takes to win the game? Bang certainly does not. Ruler on the Nexus. The upset is complete as the kills come through. The SKT dynasty is over. All hail the new kings. Samsung Galaxy, your 2017 World Champions. Il faut bien comprendre quelque chose, c'est gagner un championnat du monde, il y a une facteur chance parce que tu contrôles pas la méta. Et que tu as des joueurs qui s'expriment plus ou moins sur une méta. Et Edgar, le head coach de Samsung avant le tournoi, on lui donne une interview, une longue interview, je crois que c'était à Invent Global, et on lui demande qui est favori pour le tournoi. Il dit a priori la méta c'est better botlane win et on pense qu'on a la meilleure botlane, du coup on a de très grandes chances de gagner le tournoi. Et il annonce ça une semaine dès la phase de groupe, donc tu vois ils avaient juste un peu scream et ils étaient encore en fin de camp. Et je pense qu'ils ont pu faire exactement ce qu'il fallait, c'est-à-dire que la qualité individuelle de Faker a été diluée dans l'importance des bot lanes, et Samsung avait vraiment un avantage là-dessus. Et surtout, je pense que, alors au détriment de Minho, de Crown, qui a dû passer en Malzahar Duty, parce qu'il était capable de faire bien mieux que ça, c'est un joueur qui est extrêmement fort, ils ont joué contre le plan de jeu, c'est-à-dire qu'ils avaient fait une prep. Je pense qu'il y a un défaut, il y a vraiment une qualité de prep du côté de Samsung qui avait prévu de shutdown Faker et d'aller attaquer leur bot lane de telle sorte à ce que T1 puisse jamais jouer. Et ben on voit SKT s'incline 3-0 et bah ça fait un coup de grisou comme dans l'écosystème League of Legends. Et je pense que ça fait beaucoup de bien de voir T1 perdre parce que ça a donné beaucoup de force au reste du monde. C'est donc là-dessus que s'achève une des plus belles épopées à ce jour. Poussés par une soif de revanche inépuisable, les 5 joueurs Samsung se seront entraînés sans relâche pendant 1 an, n'ayant Dieu que pour le titre de champion du monde. Zabutin aura eu la chance de coacher Crown en Amérique du Nord les années qui suivront. L'occasion évidemment de beaucoup échanger avec le joueur. Il nous en dit un petit peu plus sur ce qui aura animé cette équipe tout au long de l'année. Je pense que lui il le voulait, et puis Crown faut bien comprendre quelque chose quand je parle de revanche, c'est que on lui aurait dit de jouer Team Omid, il aurait joué Team Omid. C'est-à-dire que pour eux, c'était gagné. Je pense que Samsung 2017, c'est une équipe de foot gérée par Deschamps. C'est-à-dire qu'on réfléchira au plan de jeu une fois qu'on aura soulevé le trophée. Et est-ce que c'était beau ou pas, tu vois ? Et donc Crown, il fait ce qu'il faut. Je pense qu'il aurait aimé être reconnu pour ce qu'il était, c'est-à-dire un joueur exceptionnel qui a, je veux dire, en 2016, ça se voit qu'il à ce moment il tient la dragée haute à Faker, son pic de victoire et tout. On se souvient de lui comme d'un OTP Malzahar alors que c'était pas du tout le cas. Mais il prend son trophée, écoute, il a sa bague, et bien évidemment qu'en termes d'intensité, le problème, et c'est ça la grande force de Faker, ce genre de choses, c'est que c'était des projets sur la durée. Je pense que tu peux pas faire ce qu'ont fait Samsung 3 années de suite, parce que quand la revanche t'anime et que ta revanche, après t'es vide. Et alors évidemment, cette finale de 2017, c'est également la fin d'un règne.
Je pense que quasiment tout le monde a déjà vu ces images de Faker en pleurs, incapable de se lever de son siège. Et froidement, Samsung exécute SKT sur la place publique. Je crois que je pleure au même moment où Faker pleure, pas parce que je suis un fan SKT, mais parce que c'est trop triste quoi, cette finale. Elle révèle pas toutes les promesses qu'on avait eues. Il a été porte-étendard d'une industrie. Et il est toujours dans une certaine mesure. On a besoin de... Quand Faker partira, non pas à sa retraite sportive, mais à sa retraite publique, il faudra remercier pour tout ce qu'il a fait. Parce qu'il a été porteur. Il a fait la flamme olympique, mais tout seul, pendant plusieurs années, à faire le tour de la planète et à se dire l'e-sport c'est moi. Alors il y a Uzi en Chine bien évidemment, mais c'est vrai qu'on doit énormément à Faker en termes d'image pour l'e-sport parce qu'il n'insulte pas, il flemme pas, il s'entraîne, il est performant, il est bien, tu vois. C'est un beau représentant pour l'e-sport, même si bon forcément il est un peu nerdy sur les côtés. Je pense qu'il a fait beaucoup pour l'e-sport, ouais. Legends never die, les légendes ne meurent jamais, la légende ne meurt jamais, celle de Faker. Car même si en ce jour de novembre 2017, la légende finit par tomber, son nom lui résonnera à travers les générations comme celui du plus grand joueur de l'histoire. Il aura réussi en seulement quelques années à accomplir ce qu'aucun autre ne parviendra à réitérer avant encore longtemps, très longtemps. Vous le savez, chaque discipline a ses légendes, et comme son nom l'indique, League of Legends ne déroge pas à cette règle. Dans 20 ans, quand Faker aura probablement déjà mis un terme à son aventure de joueur professionnel, nous nous souviendrons de lui comme de notre Maradona, notre Pelé, notre Federer, notre Jordan, notre Usain Bolt, notre Tyson. Bref, Faker est et restera à tout jamais le visage de League of Legends. Faker, c'est un symbole. Faker, c'est l'e-sport. Comment ne pas aborder les 2 années qui vont suivre avec un œil plus personnel ? Commençons par 2018 bien sûr. Vous le savez peut-être, je suis évidemment un supporter européen, mais avant tout un fan de Fnatic. Et dans ma vie de supporter, j'ai vu mon équipe passer par beaucoup d'émotions différentes. De la demi-finale de 2013 à celle de 2015, en passant par cette game dramatique coûtant la qualification en quart à une auto-attaque du Nexus en 2014, et enfin cette fabuleuse remontada pendant la phase de groupe de 2017. Pourtant, ayant commencé le jeu en 2012, voir Fnatic accéder à la grande finale des Worlds était une étape encore inédite pour moi. 7 ans après leur sacre, les voilà de retour au plus haut niveau compétitif de League of Legends, cette fois-ci pour affronter les Chinois de Invictus Gaming. Il y aurait tant de choses à dire sur ce match, mais laissez-moi m'effacer un petit peu pour laisser la place aux principaux protagonistes de cette histoire. Parce que cette finale de 2018 est également la seconde de Soaz, cette fois non pas contre, mais avec Fnatic. Il n'y a pas autant de pression que ça. Limite, il y avait plus de pression pour l'opening ceremony. Tu vois le stade entier, tu vois les gens, etc. Du coup, il y a forcément une pression. Après, quand t'es dans ton petit box, etc. Tu vois pas le stade entier, etc. Du coup, tu peux un peu tu peux un peu faire abstraction de tout ça et te focaliser sur ton jeu. Après, j'ai envie de dire, c'est pas comme si la game start et directement t'es dans le bain, mais peut-être après 10 minutes de jeu, etc., tu t'arrives à faire complètement abstraction de tout. Whenever I think of how I felt going on stage for the 2018 final, I always try to compare it to the first time I was playing on stage in the LEC as a rookie. And I was way more nervous as a rookie than I was playing on that big stage, about to play the biggest series of my career, because I was just so confident in myself and my team, and I felt like I had the experience I needed to deal with the pressure, and
I mean, I was kind of shaking because it was such a wild experience. Like, it was really nerve-wracking, but like once I sat down in my chair and it was time to play, I was able to fully focus and just enjoy the moment, really. La méta des Worlds saison 8 marque une révolution dans la manière d'aborder le jeu. Jamais nous n'avions observé un tel niveau mécanique. Je pense que c'est l'année où c'est le micro-game qui a remporté le plus de succès versus la macro-game, et ça s'est vu d'ailleurs pour IG dans les années d'après. Mais en même temps, c'est triste parce que Fnatic avait vraiment une super équipe. Et malgré les défauts qu'on pouvait déjà anticiper avec Broxa, son champion pool, avec Bwipo qui prenait la place à l'époque de Swaz, moi je me disais putain, il y a tout dans cette équipe. Il y a Illisang qui est toujours en avance, Reckless qui farme toujours parfaitement, Caps qui semble être le petit génie devenu de nulle part quasiment. Voilà qui explique peut-être aussi pourquoi, après 5 années de règne, la Corée aura échoué à défendre son titre cette année-là. Quoi qu'il en soit, Fnatic et Invictus Gaming sont alors ce qui se fait de mieux dans le monde mécaniquement. Côté orange et noir, c'est Caps bien sûr, qui incarne le plus ce profil très mécanique. Côté chinois, pour le coup, il s'agit de 2 Coréens. Rookie, contre lequel Caps aura fort à faire, et The Shy, devenu une légende absolue de la top lane. Il sera toujours très très fort si son équipe est là avec lui, quoi. Mais dès qu'il y aura des problèmes, les gens vont penser qu'il est en train de hint ou des choses comme ça, quoi. C'est un peu le Illisang top lane, quoi. C'est le moment où The Shy, surtout à ce moment-là, est le meilleur du monde, je pense. C'est le joueur qui a le plus compris les limites du 1v1, du 2v1, du 3v1. Je pense que là-dessus, c'est très bien compris. Ça va lui jouer des tours pendant tout le reste de sa carrière. Mais 2018, personne n'arrive à tomber The Shy. The Shy, il peut jouer du Atrox, comme sur la finale. Il peut jouer, je crois que c'était aussi du Jace, etc. Et il est indéboulonnable, quoi. Genre, tu veux tenter des ganks, tu t'en sors avec 2 morts, alors que c'était pas du tout l'objectif. Et je pense que The Shy fait bien comprendre que si t'es très bon dans tes 1v1, mécaniquement, tu vas pouvoir faire la différence. Maintenant que j'ai fini de vous dépeindre le tableau, sachez une chose, c'est que le premier coup de pinceau de celui-ci remonte à plusieurs semaines avant cette soirée-là. Et oui, l'affrontement entre Fnatic et Invictus Gaming avait commencé dès la phase de groupe. They're going to try for another one, though, and this one, Body Slam stops the Q. Here comes Baolan as well. 2v1, Broxa may have bit off more than he can chew. The health bar's running down. The kick, the Q, the second. That was gorgeous. And there's another one coming as Jackie Love also falls. Fnatic win the skirmish. But he's sure to go down. The knockup and a double kill for Caps. The kickback for Broxa. Make it 3 and a 5 versus 1. Jackie Love versus the world, and he simply cannot do it. And Fnatic will fell Invictus. They will take the #1 seed into the quarterfinal. Bilan des courses, 2-1 en faveur de Fnatic, qui remporte le tie-break entre les deux équipes, et termine à la première place de leur groupe. Reckless et ses coéquipiers avaient donc l'avantage dans le head-to-head, et je pense qu'il est juste de dire qu'avant le match, les supporters des deux camps y croyaient dur comme fer. La suite de l'histoire, beaucoup d'entre vous la connaissent déjà. Unstoppable with that charge, but he's going to be stunned up and taken down, but not fast enough. Whippo looking to find some more damage. The Shy getting himself away. Jackie grabbing the kill onto Caps. In the meantime, Whippo getting himself one in return onto the Shy, but now he's got the passive, and they're taking the entirety of the fight. Hillsong tries to get away, but Whipple's already going to be brought down, and Broxa and Reckless stand only to fall. A double kill over to Ning. Il y avait beaucoup de pression et ça se ressentait dans l'atmosphère d'équipe. Parce que vu que moi j'ai joué la phase de groupe, mais j'avais pas joué après. Je jouais une partie des scrims aussi, mais j'étais juste avant la finale, je regardais plus, etc. Vu que j'allais pas start la finale moi, et je ressentais je pouvais voir qu'il y avait beaucoup de pression visible pour la plupart des joueurs. Et ça se ressentait que ça allait pas être super, mais je pense sans cette grosse pression ou éventuellement en mieux jaugeant cette pression, ça aurait pu être une meilleure finale. Je pense Fnatic de l'époque, on n'a pas pu dévoiler notre vrai niveau
et on s'est fait rouler un peu dessus, alors que en réalité il n'y avait pas une différence aussi visible que ça. Push up in the mid lane here, Fnatic, but we can see IG coming to punish. Broxah in some trouble, trying to get himself away, but a very nice scan of the week will take him so dangerously low, and Jackie Love will pick up a free 300 gold. Going into the 2018 final, we were really confident in ourselves. We had a great tournament leading up to that point. We were playing IG, who we already beat in the group stage, and I think most of us we were playing really well at this tournament. It felt like everything was clicking. It was a pretty tough surprise to all of us how the final ended, 0-3, World's Grand Final and all. But at the same time, I think we had also pushed ourselves further than we've ever been pushed before, and after dropping the first game, looking back, maybe we were not fully ready for this moment yet. Belong going to be taken down about half, but here comes the counterattack going through now. Whippo taken very low. Jackie Love looking to find the damage, has the auto attacks. That's the first kill of the fight. Shy still looking to find someone else, won't be able to land the stun, as now it's Rookie, who will scatter the weak to the wind, as a double kill for Jackie signals no chance for Fnatic. Broxah and Hylissang will run away into the bottom lane, but Ning is in hot pursuit. He finds a hit on a Broxah, who gets himself away underneath the turret, but will it be enough in time? The Shy continues, the stun is down, the double kill is through, and Invictus Gaming are annihilating Fnatic. À 0-2 et impuissant face au solo lane de IG, Fnatic va prendre une décision. L'équipe a évolué pendant toute la saison en 6-man roster, alternant entre Soaz et Bwipo tout au long de la saison. C'est donc le moment choisi par l'équipe pour faire entrer Soaz, lui qui est alors à ce moment-là, en 2018, le joueur le plus expérimenté de la planète. On est backstage, on a une télé avec la retransmission des parties. Il y a 3 à 4 casques où on peut entendre la communication de notre équipe. Ce que les gens savent pas, c'est qu'eux ils regardent peut-être du coup 2-3% des parties du coup, alors que nous on sait comment l'équipe se déroule, etc. Et du fait de la communication de l'équipe, etc. Ça sentait un peu que c'était un peu défaitiste du coup, et que ça allait être vraiment difficile de remonter après les 2 premières défaites. Du coup, pour moi, j'avais un choix un peu à est-ce que j'ai envie de jouer le jeu tout en sachant que ça allait être quasiment perdu même sans la jouer, ou je préfère juste ne pas la jouer et éventuellement ne pas pouvoir jouer sur le stade de la finale des Worlds, quoi. Et moi j'ai pris 5 minutes pour réfléchir et j'ai décidé de jouer malgré tout. Speaking of flashes, Brox is coming here, and Broxah wants to go in. It's Soaz starting things off with a flash into Disdain. Broxah still has Counter-Strike ready to go, needs to get the stun down onto the Shy, and Soaz will find kill number 2. I think a lot of people saw us putting in Soaz in the third game as a sign of, desperation and us giving up, because Bwipo had been playing so much more. And obviously, coming in when you're already down 0-2 is a tough position to be in, but I was confident in Soaz the entire tournament, and he also showed up for us a couple of games in the group stage. And maybe we should have put him in earlier, but honestly, I don't think it would have made the biggest difference when looking at the big picture. See if maybe he can find something. Cavs grabs the laser, but it's Bellon in the back line looking to find everybody. Here comes your Hextech ultimatum into your Galio ultimate. Ning's gonna be taken low, goes into the stasis. Jackie's legendary. They've already found the kill in Soaz. They've already found the kill in the Cavs. It's the solo laners down, and IG are pushing for the win. Hylissang is taken very low, and it's still 5 members of the LPL squad alive. Flash up onto Rakan to re-engage, get some of the carries. Reckless still alive, but can they keep this game up? It's an impossible defense at this point. Broxah and Reckless versus the world. Reckless goes on a rampage, but Ning is still there pressuring onto the turret with the rest of IG. Reckless is down, Broxah's away. IG are on the Nexus. The LPL has never won before, but that will change today. The Crownless are finally king, and Invictus Gaming are your 2018 World Champions. It's something I've thought of a lot, like what we could have done differently, and in hindsight I think there's different things we could have changed leading up to it.
I think all of us were a bit burnt out at the time the final started because we had been grinding for so long throughout the entire tournament. So I think our practice leading up to the final could have been slightly better. I think our drafts could have been slightly better, our preparation. J'aurais aimé faire certaines choses différemment, forcément. Après, on apprend de certaines choses et de ses erreurs. Et même si j'aurais aimé, c'est pas grave, hein, c'est la vie et on continue. Mais forcément, je pense que ce soit dans le jeu ou en dehors, je pense que tous les joueurs, tout le monde aimerait avoir pu faire des choses différemment, que ce soit en préparation, que ce soit dans le jeu, que ce soit en dehors du jeu, dire certaines choses. Il y a toujours des regrets malgré tout. I think the main thing that I would change, and that we all spoke about actually after Worlds, was that I think we just pushed ourselves too hard throughout the tournament. Basically, Worlds for us in 2018 was 2 months of constantly playing League of Legends, not doing anything else. Like, we were just playing all day, every day. No time to, go out and get some fresh air, get some rest, do whatever. We're just always playing, and I think you can do that for a certain amount of time, and it worked well up until one point where I think we just all started being burned out, like just across the entire team. The focus started dropping a bit. It was a bit harder to keep up the good mood, the good atmosphere, because we were just all so exhausted. And I think, making sure that we don't overwork ourselves would be the one big thing that I would change and that I think could have actually changed the outcome of the final. C'est donc meurtri que Fnatic regardera IG soulever la coupe. Une épopée jusqu'en finale des Worlds dont on se souviendra encore longtemps, et qui aura au moins eu le mérite de donner de l'espoir à tout un continent. J'ai pas de regrets parce que je pense que en fait ce qu'ont fait ces gars-là, c'est beaucoup plus important que de gagner ou de perdre, c'est qu'ils ont montré qu'on pouvait arriver en finale. Et en fait, c'est ça qui nous permet d'arriver en finale une deuxième fois. Et c'est ça qui nous permettra d'arriver en finale d'un jour de soulever le trophée. C'est-à-dire que les Caps, l'Europe et l'Occident doivent à Caps le fait d'y croire. Et Caps et Reckless essentiellement, mais je pense surtout Caps parce que c'est des Caps team qui ont réussi à passer ce cap-là. Je pense pas que ce sera cette génération-là qui soulèvera le trophée, peut-être, mais je doute. Mais la génération d'après, c'est que c'est possible. Tu parles à des jeunes aujourd'hui comme Nuclear, comme VTO, comme Tukui, comme Saken. Je prends des joueurs français. Leur rêve, c'est de soulever Ils savent que c'est possible parce qu'il y en a qui l'ont fait auparavant et ils savent que c'est qu'un BO5 à gagner de plus et ils y sont quoi. Mais c'est eux qui ont pavé la voie et c'est pour ça que c'est une finale qui est historique. Exactement comme Samsung en 2016, après une telle performance, les joueurs Fnatic se retrouvent à devoir faire des choix. Caps, devenu en l'espace de 2 ans le meilleur joueur que l'Europe n'ait jamais produite, considérera alors que son impact pourrait être encore plus important dans une équipe comme G2. C'est le scoop de ce mercato. Le mid laner de Fnatic rejoint l'équipe rivale, tandis que Perkz descend sur la bot lane. Le pari est fou, mais clairement réussi. 20 minutes is looking for it. G2 Esports are looking at the Nexus. Origin, they're trying to fight back, but they cannot do it. Origin are crumbling to G2. Europe kneels to its champion, G2 Esports. The world awaits G2. Flash available, and he may need to Justice Punch over the wall. Baron has been interrupted. Teddy is trying to step forward, the taunt is going to come out. Caps is trying to find the kill. Mata's in trouble, Faker's low, but they've already got one into Mata. Where is Teddy? Follow his HP bar. Khan flashes off the wall, Teddy's dead. Jankos is in the pit. G2 Esports have been gifted and donated a Baron from SKT. That's a dunk from Wonder, death from below, for the double, for the ace, for the Baron and the base. G2 obliterate SKT. Look at all the death timers. They're looking to stamp their authority onto the SK Telecom dynasty and make their way to the final. Baron empowered minions are pushing into the base. The gap be damned. Champions can fall, gods can bleed. Where were you when the West
rose up to conquer champions. G2 Esports eliminates SK Telecom. North America face Europe in the MSI Finals! Predicts the flash, actually a good stun there, but no kills to be had. Instead, the base is being sieged. They are being taken down right now. G2 unwilling to be stopped. The turret still in their eyes. Feathers fly, and G2 will pull back. That's a big stun! That's a big engage! Oh my gosh, look at the fight! They look for kill number 4. This might be an ace inside of the base, inside of 18 minutes. The mid inhibitor will surely fall. And G2 rip through the hearts of Team Liquid and North American fans as they secure themselves in the top of the world. There is no chance TL comes back from this. They're already on to the Nexus turrets. This is what peak League of Legends looks like, and it comes from Europe. A world record. G2 Esports 3-0 will win MSI 2019. G2 rafle tout et devient la première équipe européenne depuis Fnatic en 2011 à ramener un titre international à la maison. Entendons-nous bien, après leur année folle et portée par les espoirs de 2018, lorsque G2 arrive aux Worlds en 2019, ils sont ultra favoris. Personne dans le monde n'est considéré comme en meilleure position pour remporter la compétition. Et plus le temps passe, plus la tendance se confirme. Huge healing coming back. On the back end of that ultimate, Faker now steps forward. Faker now gets taken out. Faker is dead. Faker is dead. What was that? And you can see the frustration. His hands are shaking. He realizes the consequences of his actions. Here and he follows. Keep an eye on the capstun. Ooh, he messes up the execution. Baits it out though. Clint had to go up into the air, and it doesn't matter if he messed it up because Clint is still going to go down. But Khan right to the backside. Caps goes golden. There's no one else to follow up. Khan's damage doesn't matter. But the ulti comes out, it's such a close exchange. For now, they're winning, but Perkz is coming in. This is his hero moment. If he wants to turn this fight in favor of team, this could be the game-defining moment. Faker is gone! Teddy's next on the list! There's no way he can duel Yasuo. Amada's coming in, but he's just walking into the meat grinder of Perkz. Khan, can he do it? It's not enough! They've done it! G2! Khan, can he get it done? He can't, the Vladimir! They can't do it! This is it! The greatest team in the history of League of Legends, taken down by the greatest team Europe has ever produced. FPX, get ready. G2 is heading to Paris. Remake de la demi-finale du MSI, Faker et ses coéquipiers tenteront de prendre leur revanche, mais buteront à nouveau face au même mur. Les G2 sont trop forts, trop explosifs, trop créatifs. Chaque joueur qui compose cette équipe est ce qui se fait de mieux dans le monde et le niveau mécanique atteint encore de nouveaux sommets. Le choix de Caps en début de saison paye et à l'approche de cette finale contre FPX, le monde entier est unanime. G2 s'apprête à réaliser le premier grand chelem de toute l'histoire. En plus, cette finale se déroulera devant son propre public, le meilleur public du monde. Bonjour Paris! Voici venu le moment d'accueillir vos deux finalistes des championnats du monde de League of Legends! La première équipe, ils viennent pour offrir coup sur coup le titre de champion du monde à la Chine. Ils sont les vainqueurs de la finale du Summer Split de la LPL, Fat Blues Phoenix. De l'autre côté de l'arène, vos doubles champions d'Europe en 2019, vainqueurs du Mid-Season Invitational, ils sont en marche vers le Grand Chelem, G2 Esports. J'ai demandé à Zaboutine, qui a eu la chance de caster ce match directement dans la salle, ce que ça représentait d'être partie intégrante d'un show aussi gigantesque et important qu'une finale de Worlds. Bah écoute, c'est pas aussi sympa que on pourrait le penser. Moi, ma meilleure souvenir de cast ever, ça reste les phases de poule en 2015 parce que t'as 2000 personnes dans la salle, t'en as beaucoup moins.
Mais t'as beaucoup de gens qui reviennent régulièrement, donc tu croises les mêmes têtes, les équipes tournent. Il y a beaucoup de storyline et beaucoup d'émotions dans les phases de groupe parce que t'as des petites équipes, t'as des upsets, c'est du BO1, etc. Et puis t'as le temps de savourer, t'as le temps de te poser au bureau de cast, t'as le temps de communier avec le public. Quand t'es en finale, t'es là pour un show, personne t'écoute. Ta perf, elle est importante parce que t'es là pour le stream, t'es là pour l'événement, mais personne t'écoute, t'es noyé. Tu vois, il y a plein de gens qui regardent ça, plein de viewers qui physiquement sont regroupés à 5, 10, qui ont coupé le son, qui boivent des bières devant la finale en fond. T'as des gens qui vont être super à fond devant leur écran, mais le cast il va pas être aussi bon que si j'étais en studio ou que si j'étais dans une petite salle. Les gens dans l'audience t'entendent à peine parce que ça crée de tous les côtés. Donc l'événement en fait est tellement gros par rapport à ce que t'es toi, petit caster de Game 2, tu vois, que même si d'un point de vue quantitatif, on va dire que c'est l'événement, c'est l'apogée de ta carrière. En fait, moi, ça m'a aidé à me rendre compte d'un truc, c'est que moi, je casse plus pour les events. Je casse parce que j'aime cast, je casse pour le public, je casse pour celui qui veut m'écouter, et je casse pour mes co-casters. Et je serai toujours présent pour donner toute ma voix, tu vois, dans un événement live, mais que c'est pas parce que c'est le plus gros événement que c'est forcément les meilleures conditions pour passer un bon moment en tant que caster, tu vois. Mais j'ai passé un très bon moment, hein. Attention, c'est un événement marquant. Et c'est surtout le dénouement d'une petite de 10 ans de travail, tu vois, donc c'est une récompense. Mais l'événement en soi, c'est tellement gros que t'es noyé, ouais. J'étais dans la salle ce jour-là pour ma deuxième finale de championnat du monde, et je me souviens que l'ambiance était très particulière. C'est presque comme si G2 était déjà champion du monde avant même d'avoir joué. Clairement, G2, c'est l'équipe qui doit abattre FPX et qui doit sacrer l'Europe en Europe. G2 a gagné SKT, t'as raison, et en plus, avant, il gagne Damwon, qui est pour moi déjà une équipe incroyable, à qui il manque un tout petit peu de macro game. C'est le IG de la Corée, quoi. Ils ont Nuguri, qui est intestable sur la top lane. Ils ont déjà Showmaker, et Ghost et Beryl semblent un peu fragiles, et on se dit, bon, G2 passe, on va voir. Ensuite, ils gagnent SKT. Là, on commence à avoir de sérieuses vocations à se dire qu'ils seront les champions. Mais de l'autre côté, FPX, c'est aussi parce que FPX fait 4-2 dans son groupe, que FPX met un peu de temps à gagner contre Fnatic, puis IG dans un match un peu fratricide entre ces deux équipes. Mais FPX possède un atout. C'est un fou furieux sur la mid lane, c'est Doinby, quoi. L'hymne de ces Worlds nous avait pourtant prévenu. Et si, malgré tous les espoirs placés en G2, 2019 était en fait l'année du Phénix. Et Tian qui ne lâche pas du tout d'affaire, la téléportation en tant que kick. Quelle action de Tian qui retourne cette situation en faveur de plus Phoenix. At 2019 Worlds, I think most people underestimated FPX heavily. When playing against FPX in our quarterfinal, I realized how good this team were, how good especially the mid jungle and support synergy were, and no team in the world could match up with that. But the problem was that because G2 had barely won the final against us in Europe 3-2, they were considered much better than us, which was already a bit of a stretch in my mind, but that was the case. And no one really considered FPX beating us anything, because we were just Fnatic, like a bad team, like that was the general vibe. And I think literally everyone just underestimated them going into the final. Il n'y a pas de fight, mais il le valide tout de même. Les Fun plus Phoenix décident de répondre directement. Tian est en difficulté, la fatigue est partie. Sur Perse qui donne tout ce qu'il a dans la mêlée, mais les Fun plus Phoenix qui s'impose. C'est très compliqué de faire face à ça. En fait, FPX comprend parfaitement quelque chose que mettra beaucoup de temps à comprendre G2, c'est que la game, elle peut être terminée à 20 minutes si tu as tout fait correctement. Alors que nous, on va plutôt être parti de l'idée que si on a tout bien fait à 25-30 minutes, on va pouvoir gagner le match. Et je pense que Damwon et SKT sont de très mauvais clients pour G2 et pour préparer cette finale. Parce que FPX, eux, ils jouent IG et ils jouent avec un style de jeu où ça bouge partout, ça bouge tout le temps. T'as pas le temps en fait de t'installer dans ta lane, t'as pas le temps de te dire que en fait t'as pas le temps de réaliser que t'es en train de perdre. Et je pense que c'est ça la force de FPX sur cette année-là. Et c'est d'une énorme tristesse parce qu'on est bouche bée de voir FPX gagner si vite.
Et moi, je suis dans les gradins et je vois à côté les gérants de FPX qui commencent à s'exclamer, à envoyer des messages sur WeChat à tous leurs copains, à tout le monde, en disant mais on est en train de gagner, on est en train de le faire. Et il y a une ambiance très bizarre parce que tu as d'un côté le public chinois qui est au taquet et de l'autre tous les espoirs européens qui s'en vont et du coup un silence dans Bercy, quoi. Et attendre le miracle G2. Le comeback peut être fait ici et maintenant. Le scouting au barrage térébrant. On a un petit peu de vision. Attention au grab sur Yonkos. C'est très dangereux ce grab sur Yonkos. Yonkos qui va en premier, qui repart. Et il n'y aura bientôt plus de smite. C'est sécurisé par les feux plus Phoenix. Il y a peut-être moyen. Il y a peut-être moyen de turn là-dessus. Oh, superbe taunt. Superbe taunt de la part de Twinbee ici. Les feux plus Phoenix qui vont peut-être remporter le fight. Qui suit ce baron Nashor. Un autre kill sur 4. Qui va être sécurisé. Ce qu'on voulait surtout, c'est que les gens restent et célèbrent FPX parce que ils sont champions du monde, tu vois. Et des gamins de 18, 16, 20, 22, 23 ans qui soulèvent le titre, qui ont bossé autant de temps, ils méritent d'être acclamés, même s'ils ont détruit ton équipe préférée. Et je pense que le public français a été vachement cool en termes de... rétrospectivement, quand tu regardes les publics asiatiques vis-à-vis des équipes occidentales et quand tu regardes les équipes occidentales vis-à-vis des publics asiatiques, je pense qu'on est plutôt l'exemple à suivre, tu vois, dans la célébration de l'adversaire. Alors bien évidemment, c'était pas parfait, mais ils n'ont pas acheté de tomates alors qu'ils ont quand même éclaté la meilleure équipe western de tous les temps, 3-0 devant le public français. Même la meilleure équipe européenne de tous les temps ne sera pas parvenue à gagner les Worlds. C'est un tournant pour le vieux continent. Si même cette équipe n'a pas réussi, alors c'est quoi la suite ? Sur cette génération de joueurs, c'est ce que l'Europe a réussi à produire de mieux, de très loin. Et donc ça marque l'apogée, mais aussi la fin d'une ère. Et pour moi, la balle pour l'Europe est dans la nouvelle génération qui doit trouver ses nouvelles stars, qui sont les Trimby, les Elioya, les Humanoïdes, les VTO, les Nucléaires, etc. pour citer des Français. Ansama qui n'a pas dit, mais tu vois, Ansama maintenant qui fait partie un peu des anciens. Mais il y a cette question de quelle nouvelle génération va pouvoir aller faire ce que G2 a laissé en héritage, qui est on peut aller battre les Coréens en BO5 pour aller se mettre en finale, on peut battre des Chinois en BO5 pour se mettre en finale. Il n'y a plus que la finale. Messieurs, entraînez-vous. À l'heure d'une pandémie mondiale, et tandis que tous les événements sportifs de la planète sont soit reportés, soit annulés, pour Riot Games, il est hors de question que cette saison 10 ne couronne pas également son champion. Le fait que Riot soit en mesure d'assurer le bon déroulé de sa compétition relève déjà de l'exploit. Mais qu'en plus, il est un public pour la grande finale, cela tient du miracle. Toujours important, le public, ça fait partie du sport. On fait ça pour soi quand on est compétiteur, mais on veut être célébré parce qu'on bosse dur. Tu sais, l'équipe qui est 10e de LCS, l'équipe qui est 3e de Turquie, l'équipe qui est première des Worlds ou l'équipe qui se fait sortir en groupe. Moi, je te le dis d'expérience, c'est que des mecs qui tryhardent, tu vois. Il y a des gens qui tryhardent pas autant ou qui pensent tryharder autant qu'ils le voudraient, mais qu'ils le font pas. Mais dans l'esprit de chaque joueur, ils se donnent à fond. Tu vois, il y a pas de joueur qui va dire moi j'en ai rien à foutre, et s'ils le sont, généralement ils restent pas bien longtemps dans l'écosystème. Donc c'est sûr que c'est important que tu aies un public pour célébrer tes efforts et la qualité de jeu que tu développes, etc. Donc c'est bien qu'il y ait eu cet événement. Après, c'est une année très particulière. Le Covid, ça a changé profondément la manière dont on vit l'e-sport. Et on a du mal, on a toujours l'impression enfin, moi je sais pas, mais c'est un truc perso, mais j'ai l'impression que le monde est jamais vraiment redevenu comme avant, tu vois. Même si aujourd'hui, tu vois, je vis en Californie, tout le monde est vacciné, tout a réouvert. On a une espèce de forme de retenue, tu vois, personnelle, dans la manière de vivre l'émotion, l'intensité, l'événement. On n'a jamais l'impression que ce sera aussi gros qu'avant. Là, on sort du MSI et je trouve ça tellement dur sans public. Je trouve que les joueurs, on parle de partout en ligne. On écrit sur eux, on regarde leurs plays, on décrypte leurs moves. Mais il faut au moins qu'à un moment donné, ils aient une célébration, quelque chose qu'ils puissent partager avec le public. J'en parle souvent avec Romain Bijard, qui a été à des fonctions de team manager pour UOL ou pour Immortals. Et il disait, les joueurs sont tellement enfermés dans leur routine, à essayer d'être le plus sérieux possible,
d'avoir des gens qui physiquement sont là pour eux à un moment donné, c'est crucial. Et ça, moi, j'y crois aussi. Dans n'importe quel sport, tu as envie qu'il y ait des gens qui acclament ta performance et qui se rendent compte que le travail que tu as fait, il est pas commun, en fait. Que ça sort du naturel, ça sort de ce qu'on est capable de proposer dans la carrière de quelqu'un. Enfin, toi, moi, on est des joueurs et on sait quelles sont nos limites. On voit des insects, on n'est pas forcément capable de les reproposer, ou des flèches à très longue distance, comme on en parlait en saison 1. Mais de pouvoir avoir un cumul de tout ça, de tout ce niveau individuel et collectif pour le mettre au profit d'un match de gala qui est la finale du championnat du monde, je trouve que c'est top qu'il y ait un public. Malheureusement, ce public ne va pas forcément être très content de voir Damwon l'emporter. Et parlons-en de Damwon justement. Vous le savez, il y a souvent le débat de savoir quelle est la meilleure équipe de l'histoire. On en a par exemple parlé avec Samsung White. Mais en réalité, il faudrait plutôt débattre de quelle est l'équipe la plus dominante de l'histoire. Et oui, parce que si l'on se concentre uniquement sur le niveau de jeu, il y a alors fort à parier que c'est Damwon qui hériterait de ce titre. Parce qu'il faut bien comprendre que l'e-sport sur LoL n'a que 10 ans et qu'en vérité c'est encore très jeune pour une discipline compétitive. Chaque année, le niveau mécanique est sublimé et tous les fondements tactiques sont revisités, réanalysés et peaufinés. Damwon me semble vraiment être l'équipe qui est plus forte que l'année d'avant parce que elle a tout, elle a cette fois une super macro en plus d'avoir la meilleure micro possible. Je pense que une nouvelle fois, on a souvent sous-estimé Ghost et Beryl, mais dans ces matchs-là, ils sont vraiment très forts. Je pense qu'on peut donc affirmer sans trop de risques que Damwon est la meilleure équipe de tous les temps, mais certainement pas la plus dominante, parce que leurs adversaires du jour sont coriaces. Les Suning, la 3e équipe chinoise, aura su se hisser jusque sur la scène de la finale, en éliminant au passage les deux équipes qui étaient pourtant plus dominantes qu'eux sur la scène locale. Les JD Gaming d'abord, puis les Top Esports en demi-finale. Cette équipe Suning, que personne n'attendait aussi loin, nous promet un bel affrontement contre Damwon. Et à l'image de 2015, le match-up le plus intéressant est sur la top lane. Nuguri pour Damwon et Bin côté Suning qui signe une performance individuelle exceptionnelle sur ces championnats du monde. Bin's resetting to TP. No, it's gone. That's it, that's Dragonstone. Oh, but as they back out, they're not put together. You got Gangplank on the flank, Gangplank. One big shot, Ben! Can you do it? Huge! My God, one moment! Mais malheureusement, à l'approche de cette grande finale, et après avoir remonté l'entièreté du bracket, pour Bin et ses coéquipiers, Damwon c'était peut-être la marge de trop. Bien que l'équipe chinoise soit peut-être la meilleure équipe du monde en teamfight, Damwon semble être une équipe en tout point supérieure dans tous les autres aspects du jeu. His divide is available. There it is. Jumping 1, 2, 3 chord goes golden and stays alive a few seconds longer. But the damage and the survivability from Showmaker and Ghost is wrecking Suning. They get themselves kills. Ouais, parce qu'en fait, ils sont meilleurs mécaniquement en fight, mais il y a deux aspects dans le fight. Il y a l'exécution du fight et il y a la prise de fight. Tu vois la position que tu vas avoir. Et Damwon, d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont raté au MSI, mais ils l'ont très bien fait au Spring Split en Corée. C'est l'équipe qui, si elle est dans la rivière et qu'elle défend un dragon, tu peux pas rentrer dans la rivière. C'est le village d'Astérix, quoi, tu vois. C'est-à-dire, tu sais que tu vas te prendre des claques dès que tu vas rentrer. Ils défendent leur vision, ils défendent leur ward, ils se positionnent super bien, ils se coordonnent très bien. And they really do. It's still a 2,500 gold lead. Bin's gonna jump here on and gets the kill! Securing the soul will make the way to the Baron, and Bin's looking for another kill! It's not over, Show! On the full retreat, SOFM hops over the wall, finds himself a route to Nagri. That means he cannot interrupt anyone else. He's being chipped away, melted, he's done, he's dead! That's it, Canyon's finished as well! SOFM hops forward, Ghost flashes defensively and rooted in place. Bin sends him packing. Ghost gets caught out, that's the Quadra, looking for it. Bin will pick it up, get the pentakill for Bin! And Suning Gaming in the World Championship Final. Et Suning peut compter sur un Bin qui s'est transcendé, Style of Me qui joue de façon très originale, très tanky, etc. Alors que d'habitude c'est pas trop ça qu'on a dans le jeu. Mais Angel me semble un peu moins fort, One Fang ou Sword Art semble quand même un tout petit peu en dessous de Damwon. Et je dirais que le sérieux de Damwon, leur froideur d'exécution va au-delà de l'énergie ou du tout tonnerre que voulait faire déclencher Suning. Jax and Akali and Canyon will be jumping in, double buff. We'll get down the smoke screen below 100 HP, sidestep from end of the line underneath the tower, one shot.
Is making his way forward. Baron solo. Canyon is dropped low by Angel. He's dashed inside the pit. Knock up from Baron. Angel's trying to continue, but the Baron is secured by Damwon. The slicing Maelstrom is slowing down the Suning engage. Bin forced to retreat. Damwon get themselves a kill onto Jax. The curtain call tags Angel, and with the help of the follow-up, it's Showmaker killing Angel. Now Hwanfeng gets one back onto Showmaker. Ce qui est très dur, le problème c'est que tu peux battre une fois Damwon, mais en BO5, à la durée, ils vont gagner plus de fights que toi, ils vont prendre plus d'objectifs que toi, et ils vont toujours prendre un peu plus de gold que toi. Et ça, c'est peu, mais à ce niveau-là, ça fait beaucoup de différence, et à la fin, tu craques. Definitely making up for it. He's got to be careful. The root comes through. Oh, that's a big root. The flamethrower comes out, cleanse as well. Flash forward, 100 HP, turning the damage back onto Hwanfeng. Teleports come out, Hwanfeng's heal, and Flash has already been used. The Comet Spear comes out from Beryl. First blood to Damwon. Here come Damwon. That's the engage from Noguri. Everybody on Suning is low. The barrel is danced away from by Canyon. A double kill for Beryl. And Angel is running for his life. 4 members of Suning are down. It's been a 3-year hiatus for the LCK. A drought when it comes to finals appearances. And today, Damwon Gaming will shut down Suning. Damwon will silence Shanghai. And Damwon Gaming are your season 2020 World Champions. En termes de niveau de jeu complet, tu vois, c'est l'équipe la plus forte all time. Aujourd'hui, c'est l'équipe la plus forte. C'est celle qui joue le mieux à League of Legends all time. C'est pas la plus impressionnante à voir, c'est pas la plus jolie, mais il y a tout qui est intégré. Il y a toute l'information des années précédentes. Nuguri et Showmaker, ils ont rien à rougir à des rookies et The Shy individuellement, mais tout est au service de la tactique. Donc c'est l'équipe d'Allemagne de football, quoi. Il y a un plan de jeu, tout le monde le respecte, et individuellement, c'est suffisamment fort pour que ce soit trop dur à battre. Ben, c'est à peu près pareil, c'est Damwon. On s'en souviendra peut-être pas, mais à l'heure actuelle, il n'y a pas une équipe qui a mieux joué que Damwon à League of Legends en 2020. Le 10e titre mondial ira donc au coéquipier de Nuguri. Cette victoire signe également la reconquête d'un trophée depuis bien trop longtemps perdu par la Corée. Et Showmaker entame alors une marche dans les pas de Faker. Car avec les titres mondiaux de Damwon et FPX, et les performances individuelles de joueurs comme Showmaker ou Dwingby, une question légitime se pose. Y aura-t-il seulement un jour quelqu'un qui parviendra à égaler le palmarès de l'empereur Faker ? Je pense que Showmaker est le mieux positionné aujourd'hui, c'est le meilleur joueur du monde. Il a quand même une marge d'avance sur quasiment tous ses adversaires, individuellement et collectivement. Par rapport à Chovy, il est beaucoup plus vocal que Chovy, donc comme Faker, il va driver l'équipe à faire le bon geste qui est important. Tu vois, par exemple, l'impact d'un Perks, quand tu le vois jouer chez C9, quand tu le vois jouer chez G2 avant Caps, et quand tu le vois jouer chez G2 quand il passe à ADC, tu vois que Perks c'est un franchise player dans le sens où il fait gagner son équipe. Je pense que Showmaker a plus le profil qu'un Chovy, même si Chovy peut-être individuellement sur la lane est un peu meilleur. Donc il a le profil, on va dire, collectivement. Maintenant, ce qui était très fort chez T1, c'est que la méthode d'entraînement de SKT à l'époque était tellement acharnée que les joueurs individuellement étaient au-dessus. Tu vois Bang quand il est chez SKT, et tu vois Bang quand il arrête d'être chez SKT, et tu vois même il a des restes extraordinaires, tu vois. Tu sens que c'est pas le même joueur, et il y a très très peu de joueurs même de cette génération-là qui performent encore. Bien évidemment, on pense à Ruler, et ça reste assez extraordinaire de faire travailler ces joueurs, en fait, de tirer autant de joueurs qui sont déjà aussi forts en les faisant répéter un nombre incalculable de fois des patterns qu'ils ont déjà vus et revus pour que au moment où ils doivent le faire on stage, ils le fassent mieux que n'importe qui d'autre. C'est assez difficile à faire aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup plus de concurrence. Et puis je pense que c'est un collectif un peu spécial et une culture un peu spéciale qui peut-être aujourd'hui n'est plus la même en Corée. Mais s'il y a un joueur aujourd'hui qui peut le faire, c'est Showmaker. Ouais. « 10 ans. Une décennie entière que League of Legends accompagne le quotidien de millions de fans à travers le monde. Le chemin parcouru depuis les premiers supporters réunis à la DreamHack de 2011 en témoigne. Riot Games aura réussi à créer un produit exceptionnel que le monde entier attend avec impatience. J'ai essayé avec ce film de vous faire voyager à travers ces 10 années du mieux que je pouvais. Mais la vérité, c'est qu'il y aurait encore tant d'histoires à raconter, tant de trajectoires uniques,
Car pour un champion du monde, ce sont chaque année 15 autres équipes qui se retrouvent sur la scène la plus emblématique de l'e-sport pour y confronter leurs ambitions. Les championnats du monde de League of Legends, c'est le théâtre des rêves. Sur cette scène, tout peut arriver. Sur cette scène, les légendes se construisent. Et nous, en tant que spectateurs, nous transposons nos propres rêves dans les accomplissements de ces champions. Nous sommes tous à la poursuite de notre propre coupe de l'invocateur. Pour certains d'entre nous, il s'agit de regarder les légendes d'aujourd'hui avec envie. Pour d'autres, cette coupe n'est pas encore tout à fait définie et il s'agira de trouver le but de sa vie. Pour ma part, voilà maintenant 1 an que j'ai décidé de me dédier à 100% à ma passion pour toutes ces histoires à raconter. Alors, ma coupe de l'invocateur à moi, ce serait de pouvoir regarder à la fin de la prochaine décennie, fièrement en arrière, et de me dire que cette fois-ci, ça y est, ma passion, j'en vis.